a un problème technique, vous avez ça. De toute façon, bon, je crois que c'était marqué dans l'email aussi, mais on va faire on enregistre en fait la présentation et donc on va publier sur YouTube, sur notre page Facebook pour que vous y ayez accès. On va l'envoyer par mail aussi. Alors vous l'aurez pas tout de suite parce que c'est moi qui m'occupe de ça et je suis en congé après la présentation ce soir. Je pars à l'étranger, donc ce sera à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi que je pourrai publier ça, donc pas d'inquiétude si vous ne le recevez pas dans les 2-3 jours qui suivent. On n'a pas oublié. C'est dans mes to-do, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Ok. Hey. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Bah, je pense qu'on est bon, on peut y Ouais. aller. Bah, vas-y, je te laisse démarrer. Ok, allez, c'est parti. Alors, bonsoir et bienvenue. Mon nom est François Altfils. Merci de nous consacrer du temps et vous intéresser à un sujet que nous, on croit très important, c'est-à-dire le QEG, le G quantitatif. Et pourquoi est-ce qu'on a marqué un outil de compréhension de soi? Ben, vous allez le découvrir au fur et à mesure. En fait, c'est toujours la première étape avant de pouvoir faire du neurofeedback, en tout cas chez nous. Et souvent, je pense que Mélanie, tu pourras le confirmer, presque 9 fois sur 10, les gens disent ils sont étonnés de tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire dans le QEG. La dernière fois, quand j'avais un papa pour un enfant qui était là, qui me demande, mais comment vous savez tout ça? C'est juste en me posant des électrodes sur la tête? Oui, oui, c'est un outil très, très, très important pour voir, et on va vous expliquer ça ce soir. Alors, Mélanie a déjà donné un petit peu des consignes. Voilà, si vous avez des questions, vous avez un chat en bas à droite, là, ici, où vous pouvez taper vos questions. On va y répondre à la fin parce qu'on connaît les questions récurrentes et donc on a déjà préparé un peu les questions récurrentes. Et souvent, vous posez les questions qu'on va résoudre le slide d'après. Donc voilà, on va plutôt faire ça à la fin. Mais si vraiment il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair, qui vous empêche de suivre, n'hésitez pas à donc poser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben, on va juste présenter qui on est, pourquoi on parle de ça, qu'est-ce qu'on fait. Puis, Mélanie va nous, en tant que neuropsychologue, elle va nous parler, présenter un petit peu, voilà, c'est quoi le cerveau et l'électricité, c'est quoi le lien, les G, d'où ça vient, puis la brain map, donc le QEG, qu'est-ce qu'on peut voir, comment nous on le fait, et on a une petite offre spéciale pour les gens qui voudraient intéresser, et les prochains sujets qu'on va parler, et donc aussi quelques petites références. Voilà, est-ce que, voilà, s'il y avait un problème de son, je pense que vous l'auriez déjà dit. Alors, c'est donc François Advis, moi ça fait bientôt 8 ans que je fais du neurofeedback, du biofeedback, de la neurostimulation. Mélanie nous a rejoint il y a 3 ans et je pense que ça lui plaît bien parce qu'il est toujours là. Oui, ça va jusqu'à présent. Pas de souci. Voilà, souvent les gens nous demandent c'est quoi votre métier. Je suis souvent embarrassé parce que c'est peu difficile d'expliquer ce qu'on fait parce que c'est pas un métier en tant que tel, mais c'est passionnant en tout cas. Voilà. Alors, donc maintenant, avant on était dans un local plutôt médical, dans un centre médical avec des médecins, des psychologues et des psychiatres. On a choisi de nous mettre dans un autre environnement, donc on est parti pour quelque chose qui est aussi surprenant pour pas mal de gens quand ils viennent chez nous. Mais c'est quoi ici? En fait, on est au Silver Square, c'est un coworking, donc c'est un endroit où on peut soit s'installer pour travailler pendant la journée ou louer des bureaux. Et nous, on a beaucoup aimé l'ambiance qu'il y a ici et l'équipe qui est très sympa. D'ailleurs, les gens qui viennent chez nous sont souvent très bien accueillis, je pense. Et donc, c'est à la gare, donc c'est très pratique. C'est plus pratique en venant avec le tram qu'en venant en voiture. Mais c'est très agréable. Peut-être un petit détail aussi pratique, les gens, ils ont peut-être l'habitude souvent de pouvoir téléphoner pour prendre des informations. Nous, malheureusement, soit on travaille avec des clients dans le cabinet avec des électrodes et c'est sûr qu'on ne va pas prendre de téléphone, ou on est en call ou en train de préparer quelque chose. Donc, si nous n'avons pas de secrétaire qui répond, donc nous sommes joignables par email
Et vous pouvez toujours convenir sur notre site d'un rendez-vous téléphonique où on se prendra le temps de parler. Et à ce moment-là, on ne sera pas disponible pour d'autres gens qui appellent. Voilà. Donc, malheureusement, c'est un aléa, mais ça ne fonctionne pas autrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce que nous proposons, c'est ce que moi j'appelle ça de la neurothérapie. Donc, c'est basé sur du neurofeedback, qui est un entraînement du cerveau. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est ce qu'on fait. On commence toujours par une brain map, donc léger quantitatif, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Nous faisons aussi des analyses du système nerveux central en mesurant les battements cardiaques sur 24 heures. Ça nous permet de voir l'état dans lequel se trouve le système nerveux général, le sommeil, la capacité de récupération, l'épuisement, etc. Et nous pratiquons aussi quotidiennement de la neuromodulation, c'est-à-dire c'est des formes de stimulation du système nerveux, du cerveau ou d'autres choses. À côté de ça, quand Mélanie nous a rejoint, nous avons élargi aussi un peu plus avec le domaine neuropsychologique. Pourquoi? Parce que j'ai un mantra qui est il faut toujours mesurer, 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 mesurer. Et donc, les tests neuropsychologiques que nous pratiquons, qui est standard, ça fait partie de notre procédure du QEG, c'est toujours d'avoir des tests neuropsychologiques normés, qui sont fiables, qui sont sûrs, pour voir vraiment qu'est-ce que votre cerveau est capable, ou le cerveau de la personne qui est là, qu'est-ce qu'il est en train de faire ou pas faire. Voilà. Quelles sont les capacités comparé par rapport aux personnes de son âge. Donc, voilà, ça c'est toujours très important. On aime bien mesurer les choses. Alors, avec qui est-ce qu'on travaille? Malheureusement, avec tout le monde. Donc, le monde serait mieux si on n'avait pas de clients, mais voilà, malheureusement, le monde est tel qu'il est. Je pense que la première catégorie, et ça c'est nouveau depuis, je dirais, 6 mois, on a beaucoup plus d'enfants que d'habitude. Et beaucoup plus jeunes. Donc, on va des enfants, on commence normalement, la brain map, donc l'enregistrement de l'activité électrique, on peut la faire très jeune. Moi, je pense que la plus jeune que j'ai faite, c'est 1 an à peu près, donc des bébés. Mais on ne peut pas faire de neurofeedback avec des bébés. Voilà, mais voilà, normalement, on commence à l'âge de partir de 5-6 ans, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est capable de rester assis sur une chaise sans trop bouger, et qu'il peut regarder un écran. Sinon, des adultes, des personnes seniors, mais aussi des gens sans problème, si, ça existe, des businessmen qui veulent mieux fonctionner, être plus efficaces, des sportifs, etc. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On traite aussi bien des choses comme le TDA, donc les troubles de l'attention pour les gens qui ne connaissent pas. On a eu une grande vague là maintenant à la rentrée sur tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, et ça va jusqu'à l'autisme. Mais la plupart des adultes viennent plutôt pour tout ce qui est stress, anxiété, problèmes de sommeil, burn-out, voilà, ou difficultés dans la gestion des émotions. Voilà. Et après, il y a aussi des choses plus graves comme des traumatismes crâniens, des épilepsies, des strokes, donc des AVC, ou post-Covid, long Covid, ça on en a eu aussi quelques-uns, des gens qui souffrent après des suites du Covid, parce que ça attaque pas seulement les poumons, ça attaque beaucoup le cerveau aussi. Donc, voilà, le spectre est très large. Donc, et le premier point, c'est peut-être un peu le sujet d'aujourd'hui, et on a aussi des gens, là, j'ai revu un client qui était venu il y a quelques années, la semaine passée, juste par curiosité, il voulait voir comment était son cerveau, est-ce qu'il s'était amélioré ou pas, etc. Il y a un client qui m'a dit, moi, je fais bien l'entretien de mon frigo, de ma voiture, de ma moto, pourquoi je ne viendrais pas faire l'entretien annuel du cerveau chez vous? Voilà. Ça me paraît très, très, très bien, très bonne idée. Voilà. OK. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Effectivement, on a rajouté. Donc, on a, effectivement, ça c'est nouveau. On a fait une page YouTube, donc Neurofeedback Luxembourg, vous trouverez. Et on a mis en ligne tous les webinars qu'on a déjà fait. Il y en a un en anglais pour tout ce qui est sportif et augmentation des performances. Il y en a un sur les tests
neuropsychologiques en anglais, et tous ceux-là, ils sont en français. Donc, il suffit juste d'aller sur la chaîne YouTube pour le TDA, l'anxiété, le déclin cognitif, la dépression, le sommeil et autres. Donc, c'est très large. Chaque fois, les formats, c'est minimum 1 heure. Bon, on voudrait bien faire plus court, mais on a tellement de choses à raconter et on est un peu bavard quand même. Voilà. Je vais passer la parole à Mélanie, donc neuropsychologue qui travaille maintenant depuis 3 ans et qui va nous expliquer un petit peu c'est quoi le lien entre le cerveau et l'électricité. Oui. Alors, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais vous noyer. Donc, dans la réalité, c'est plus complexe que les diapos que vous allez voir, mais j'ai simplifié histoire de ne pas non plus se perdre dans l'information. Petit aparté, je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube dans les commentaires. Voilà. Donc, effectivement, on sait souvent qu'il y a du chimique dans le corps par les prises de sang, qu'il y a les hormones. Certains savent qu'il y a les neurotransmetteurs, toutes ces choses-là. Pour ceux qui sont assez calés sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on ne se doute pas toujours que ça fonctionne avec de l'électricité aussi. Donc, en fait, dans le cerveau, sauf si vous êtes décédé, si on vous pose une cape à EEG sur la tête, on aura toujours un signal électrique qui va être mesuré. C'est pour ça qu'on parle d'activité électrique soutenue, parce que quelque part, même quand vous ne faites rien, que vous êtes assis sur une chaise, votre cerveau, il est quand même là en train de réguler votre température, en train de vous faire respirer, de digérer, de vous faire vous tenir droit, de mobiliser les muscles, de plein de ces choses inconscientes qui ont lieu grâce à notre cerveau, dont on n'y pense même pas en fait. Donc effectivement, cette activité électrique soutenue, elle est permise par ce qu'on appelle des potentiels d'action qui vont passer à travers les neurones. Et c'est l'ensemble de ces potentiels d'action qui vont être mesurés en fait à la surface et qui vont permettre à l'EEG de mesurer. Alors, c'est quoi un potentiel d'action ? Ça, c'est le texte pour, si vous voulez absolument savoir ce que c'est un enchaînement d'événements qui va changer le potentiel électrique au niveau de ce neurone, de la cellule. Donc, ça va passer du plus au moins et ça va se faire avec ce qu'on appelle des canaux. Donc, si vous voulez, vous avez le neurone. Je vais vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. En gros, voilà, vous avez le neurone ici. Et vous avez ici de l'activité chimique. Et selon quel type d'activité chimique c'est, je ne sais pas si vous avez eu une émotion positive ou quelque chose, il va y avoir un envoi d'informations chimiques par rapport à cet événement. Et là-dedans, ce n'est pas du chimique qui va alors, si je mets ma souris, vous allez peut-être mieux voir aussi. Pointeur. Voilà. Donc, le chimique ici va rentrer dans la cellule. Mais ça va pas juste transiter comme ça d'un bout à l'autre. Ça va transiter entre le corps cellulaire ici et l'autre côté du neurone par ce qu'on appelle des canaux ioniques. Et le fait de ce changement chimique ici va changer les canaux. Donc là, vous avez tous les plus à l'extérieur et les moins à l'intérieur. Et en fait, ça va s'inverser. Et c'est ça qui va, entre guillemets, ramener l'électricité qu'on va mesurer. Et la succession d'événements, c'est ce que vous voyez sur le graphique, c'est-à-dire qu'on a ici l'activité, pouf, il y a un stimulus, et en réponse à ce stimulus, le neurone ça dépolarise, ça repolarise, et ensuite il y a une période où ça revient à ce qu'on appelle la ligne de base. Et pour qu'on mesure ça, il faut que en amont, il y ait assez d'informations biologiques, des chimiques qui passent, parce que sinon vous auriez tout le temps, votre cerveau il aurait trop de choses à traiter, donc il a ce qu'on appelle un threshold, donc tout ce qui est en dessous de cette ligne ne va pas donner lieu à un changement au niveau du neurone, mais tout ce qui est au-dessus est considéré comme suffisant pour que le cerveau traite cette demande et réagisse en conséquence. Parce que vu que vous avez une activité continue, s'il y aurait toujours de l'analyse et des calculs, etc., et des réactions de votre organisme, vous vous arrêteriez jamais. Ça serait très fatigant. Donc, pour faire simple, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les potentiels d'action. Visuellement, si vous voulez, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on mesure sur l'EEG, c'est ce que vous voyez sur le graphique du bas.
C'est ce qu'on appelle un rythme cérébral, puisque ça fait comme ça, sur un temps donné, un nombre de, on appelle ça des pointes, ça fait un nombre de pointes, donc voilà, ça c'est un rythme cérébral, et en fait, qu'est-ce qui donne ces pointes? Et ben, au-dessus, vous voyez toute cette petite colonne, c'est les potentiels d'action qu'on va mesurer sous chaque électrode qu'on va poser. Si vous prenez une colonne comme ça dans votre cerveau, dans votre tête, on va mesurer tout ça, et on va voir que l'activité, c'est par rapport à, en dessous d'ici, il y a plein de potentiels d'action. Donc, il y a une activité électrique. Donc voilà, c'est vraiment très très simplifié. Hein. Si vous voulez en apprendre plus, ben bon, c'est super, mais c'est pas super évident. Mais c'est passionnant. Voilà, moi je sais que c'est des cours qui étaient très compliqués à la faculté, mais qui étaient super intéressants. Donc voilà, j'ai essayé de vous simplifier sans vous mettre 14 diapos. Donc qu'est-ce qui est important aussi? Je voulais quand même vous mettre un petit rappel par rapport au nombre total de neurones dans le cerveau humain. Voilà, quand même jusqu'à 100 milliards. Et aussi, parce que c'est très en lien avec le neurofeedback qu'on fait, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, que vous avez aussi des neurones dans votre intestin. Quand même 500 millions, c'est pas rien. Et aussi au niveau du cœur. Et c'est pour ça que nous, pour la partie traitement, on va agir sur le cerveau, mais on va aussi s'occuper du ventre, qui est dérégulé dans de nombreux troubles, que ce soit anxiété, dépression, etc. Donc ça, on en parle dans nos autres conférences. Mais voilà, c'est important de faire ce petit rappel quand même et de se rendre compte un peu de la centrale électrique que c'est qu'on a là-haut. Ça a l'air de rien. Mais voilà, c'est l'activité tout le temps, en continu et soutenue. Voilà, beaucoup de choses qui se passent dont on n'a absolument pas conscience. Parce que bon, quand on se concentre, on est conscient d'utiliser son cerveau. On peut même avoir mal à la tête après. Mais n'oubliez pas que le reste du temps, c'est des autoroutes au trafic plein. C'est comme les bouchons à Luxembourg, il y a toujours du trafic. Toujours. Donc voilà, pour les potentiels d'action. Il y a une partie qui est très importante et qui est pour nous notamment, c'est ce qu'on appelle les potentiels évoqués ou ERP en anglais. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, l'ERP, c'est quand il y a plusieurs potentiels d'action dans le temps sur une même zone qui est une réponse en fait à une stimulation, qu'elle soit cognitive dans une tâche, qu'elle soit sensorielle. Si par exemple, je sais pas, vous brûlez la main, l'ERP, c'est une réponse à une stimulation et cet ERP va donner lui-même ensuite lieu à une réponse quelque part. Vous voyez, c'est un peu la step pour le cerveau. Donc, je vais vous montrer ici un exemple de celle qui est la plus connue, mais il y en a beaucoup. Elles ont chacun des noms différents. Voilà, vous avez la N100, la P300, la N140, etc. Alors, par exemple, l'ERP qui s'appelle la P100, c'est donc un potentiel évoqué. Alors, on dit P parce que c'est positif et 300 parce que elle va apparaître 300 millisecondes après le début de la stimulation dans le cerveau. Mais en fonction de l'endroit où vous allez mesurer cette activité, ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, si vous voyez un P300 comme ici sur le graphique, la ligne verte en pariétal, ça c'est quand vous faites une tâche cognitive de nature attentionnelle. Alors pourquoi il y a marqué surprenante mais attendue? Si on place un sujet comme moi par exemple devant un écran et qu'il y a des croix qui s'affichent, on va lui dire pendant 5 minutes, vous allez voir des croix blanches sur un fond noir par exemple. Et on prévient le sujet en lui disant, à un moment donné, il se peut que cette croix blanche, elle devienne un plus, donc qu'il y ait un petit changement. Mais on ne sait pas quand. Donc le sujet maintient son attention, il attend que le stimulus change, mais il ne sait pas quand. Donc ça reste surprenant. Et au moment où, en fait, quand il maintient son attention, le stimulus va changer, ça, c'est quelque chose qu'on mesure juste au moment où 300 millisecondes après que la croix est changée en plus. Et si vous voulez, c'est 300 millisecondes, c'est rapide. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, c'est la réaction du cerveau qui va ensuite vous permettre de, par exemple, cliquer sur le bouton d'action pour dire paf, la croix elle a changé, c'est plus la même chose.
Donc, c'est ce qui se trouve en amont. Donc, en vert, là, c'est vraiment ce que vous voyez par rapport à quand il y a eu un stimulus inattendu. Par contre, en rouge, le reste du graphique, là, c'est quand c'est toujours la même chose, s'il n'y a pas de changement, votre activité électrique, elle n'est pas modifiée parce que il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Donc, votre cerveau, voilà, il y a toujours de l'activité électrique, il est attentif à ce qui se passe, mais il n'y a pas cette réaction de réponse qui va se faire. Donc, ça, c'est vraiment au niveau pariétal. Par contre, si vous mesurez ce genre de choses, par exemple, au niveau frontal, là, c'est lié à la détection d'erreurs. C'est-à-dire que même si vous, consciemment, vous vous êtes pas rendu compte que vous avez répondu faux, par exemple, vous avez dit, tiens, la croix, elle a changé sur le stimulus alors que c'était pas le cas, votre cerveau, lui, il va le savoir. Et ça va faire une P300 au niveau du front. Donc, c'est assez intéressant de se dire que, tiens, je me suis même pas rendu compte que j'ai fait une erreur, mais mon cerveau l'a détecté. Il a fait une P300 en vue que je sois plus vigilante pour ne pas refaire d'erreur. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais voilà, on pourrait parler des heures et des heures et des heures de ça, mais voilà un petit peu comment ça fonctionne et les choses que notre cerveau est capable. Voilà. Donc, juste pour compléter, ça aujourd'hui, c'est ce qui est le plus reconnu par les professionnels de santé, neurologues, psychiatres, etc. C'est ce qui est le plus étudié. Aujourd'hui, chez nous, ça ne fait pas partie de la brain map et du QEG, mais c'est au programme pour 2022. Voilà, on ne sait pas quand, mais on va certainement l'intégrer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est le plus étudié et le plus connu et reconnu scientifiquement dans les études, parce que c'est très spécifique. Voilà, c'est vraiment spécifique. Oui, et ça peut être entraîné, en fait. C'est ça. Pour améliorer au niveau cognitif, si vous entraînez les ERP à être plus efficaces, à ce que votre cerveau il y ait moins ce temps de délai, qui réagissent plus vite, etc., ça peut augmenter les performances de manière assez spectaculaire. Et c'est vrai que là, les deux dernières années, c'est là où ça décolle vraiment, où ils se sont vraiment intéressés, parce que ça fait longtemps qu'on connaît les ERP. Moi, à la fac, on m'en parlait déjà. Les études qu'on voyait, c'était déjà, on les connaît, mais on s'était jamais intéressé à l'intégrer dans le neurofeedback. En tout cas, pas à ma connaissance. Et là, c'est vrai que ça décolle pas mal. Donc, c'est un projet. C'est un projet. Donc voilà pour la partie un peu cours magistrale sur l'électricité. Je trouvais que c'était important quand même de comprendre un petit peu ce qui se cache dans le cerveau, même si là je vous ai vraiment montré un dixième, mais bon. Alors je peux illustrer comment c'est connu, la différence. Je viens d'aller sur PubMed, Oui. donc la plus grande base de données médicales, des études médicales sérieuses. Si on tape QEG, on a 1200 références. Si on tape ERP, on a 155 000 références. Donc, ça illustre bien la différence. Voilà, super. Ok, c'est bien toujours de vérifier. Donc voilà pour la partie un peu connaissance. Maintenant, pour moi, c'était important de replacer l'histoire de l'EEG, sachant que les gens sont toujours surpris par rapport au neurofeedback, de dire mais on n'en a jamais entendu parler et pourtant ça a fêté ses 50 ans l'année dernière, donc c'est pas quelque chose qui est non plus nouveau. Voilà, et pour moi c'était important de reparler de l'histoire de l'EEG, imbriquer un petit peu avec le neurofeedback aussi pour dire aux gens non, c'est pas nouveau, non, ça sort pas de nulle part. Il y a eu pas mal d'étapes très importantes dans l'histoire qui nous ont amenés aujourd'hui aux technologies, hein. Donc, les plus grandes dates, vous voyez, c'est déjà en 1875, hein, que c'est là où on s'est rendu compte que, tiens, en fait, il y a une activité électrique chez l'animal. Il y a quelque chose qui se passe là en haut. Donc, ça a commencé quand même très tôt. Après, oui, l'avancée était un petit peu longue, mais parce qu'ils n'avaient pas les technologies que nous, on a aujourd'hui. Donc, ça a pris son temps. Mais quand même, en 1924, alors vous avez la photo en bas à gauche, du premier EEG, je crois que c'était sur son fils, hein, c'est ça? C'était sur son fils, avec un objectif pas du tout scientifique. En fait, Hans Berger voulait... il était persuadé, quand il a lancé ses études, ses enregistrements, en fait, il était persuadé qu'on pouvait mesurer la transmission de pensée entre personnes avec ça. Et son appareil pour mesurer l'EEG faisait en gros une pièce. Voilà, c'était énorme.
Oui. Et il a fait tout ça en secret contre l'avis de ses pairs à l'époque parce que ce n'était pas jugé sérieux. Il n'a jamais trouvé le mécanisme de transmission de pensée, mais il a trouvé l'EEG. Ouais, voilà. Donc, il nous a quand même permis pas mal de choses. Mais c'est souvent le cas, les gens comme ça qui découvrent quelque chose dont tout le monde se moque en amont. Mais au final, c'est eux qui réalisent de très grands changements. Donc voilà, et quelques 4 ans plus tard, c'était Penfield aussi, qui réalise la toute première brain map chez des patients épileptiques pour les opérer. Et c'est là où il se rend compte qu'il existe l'homonculus. Alors qu'est-ce que c'est l'homonculus? C'est la drôle de carte que vous avez à droite. C'est un cerveau, ce qu'on appelle un coupe frontal, comme ça. Donc c'est comme si on me coupait là devant et vous voyez le cerveau de face comme ça. Et en fait, l'homonculus, c'est ce qu'on appelle la carte sensorielle, puisque au niveau du cortex moteur et sensorimoteur qu'on a à peu près au niveau des oreilles, ici en haut, qui fait tout le tour, de droite à gauche, c'est là où vous allez retrouver c'est ces aires-là qui gèrent les parties différentes du corps que vous voyez tout autour. Et elles ont des représentations qui nous paraissent étranges. Pourquoi? Par exemple, parce que la main, ici, elle prend toute cette aire-là. Par contre, pour la gestion de la tête et du dos, c'est une toute petite partie qui va être ici. Donc, en fait, le corps humain, il est placé autour de notre cortex moteur et sensorimoteur, de sorte à ce que ça se répartisse de la manière dont c'est. Donc, en fait, avec l'étude des épileptiques, en touchant ici ou là, ils pouvaient voir qu'est-ce qui bougeait, qu'est-ce qui ne bougeait plus, en fonction des lésions aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on a su où est-ce que la bouche était gérée, où est-ce que le nez, que ce soit au niveau tactile ou au niveau mouvement, ça dépend, au niveau sensation ou mouvement. Donc voilà, c'est quand même en 1928 qu'on a déjà découvert ça et qu'on savait, ok, ça c'est le cortex moteur, sensorimoteur, et ça gère ces choses-là au niveau du corps, les coudes, les mains, les pieds. Donc voilà, pour la petite suite de l'histoire, les dates qui ont continué à se succéder. Alors, celui qui a développé ce qu'on appelle le système international 10-20, en fait, c'est les bonnets de EEG qu'on connaît actuellement. C'est un système de placement pour savoir où les électrodes vont en fonction de certains points de référence. C'est très important de savoir placer correctement un EEG parce que si votre électrode qui est censée mesurer le lobe frontal, elle se retrouve là-bas derrière dans le temporal, vous allez avoir un souci. Parce que si ça mesure pas ce que ça doit mesurer, vous allez avoir des résultats très très étranges. Donc voilà, chaque électrode a un placement bien spécifique avec des mesures bien spécifiques. C'est pour ça qu'on l'appelle le 10-20, parce que c'est des pourcentages par rapport aux zones de référence qui sont ici sur le front, au-dessus du nez, à l'arrière de la tête et au niveau des oreilles. Donc voilà, c'est lui qui a développé les premiers bonnets EEG qui est-ce que ça a tant évolué que ça? Oui, dernièrement, là où tu es allé, oui, mais sinon, le bonnet Non, EEG, non, c'est non, le système, le placement 10-20, c'est toujours la norme parce que ouais. c'est juste un standard pour être sûr aussi, par exemple, pour pouvoir comparer un EEG qui a été enregistré aux États-Unis avec un EEG en France, en Allemagne ou en Asie ou en Afrique. C'est que voilà, les électrodes, ça suit un certain schéma qui est logique pour que l'électrode soit nommée de la même façon, elle soit placée de la même façon, peu importe la forme du crâne. Voilà, c'était nécessaire parce que sinon, l'un plaçait l'électrode au niveau du front plus bas, l'autre plus haut, et donc voilà, il faut normer pour pouvoir comparer. Toujours Ok, pareil. Voilà. très bien. Alors ça, c'est bien, c'est resté. Parce que je sais qu'il y avait des systèmes avant ça, mais après ils sont restés au 10-20. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. En fait, non, pour placer les électrodes, il y a juste peut-être des systèmes, ce qu'ils utilisent en recherche, il y a des bonnets avec 248 ou 512 électrodes. Ouais. Donc, ça s'appelle un peu différemment, mais c'est toujours basé sur le même principe. Ok, d'accord. Voilà, donc voilà pour la petite histoire. Et aussi dans ces années 1920-1930, déjà développement de puces cérébrales pour stimuler et influencer le comportement chez les animaux. Donc bon, ça n'a pas, c'était des puces intégrées directement, voilà, avec chirurgie, etc. Donc c'était autre chose qu'aujourd'hui, mais voilà comment ça a avancé. Et puis on a continué à développer l'EEG. Voilà, Camilla qui découvre, c'est là où le biofeedback a démarré, qui découvre que les sujets peuvent contrôler les ondes cérébrales. Donc, c'est ce qu'on appelle le biofeedback. Et là s'enchaîne
les grandes découvertes. Et là, ça lance vraiment tout ce qui est neurofeedback aussi. Parce que, par exemple, Sterman découvre chez le chat la fréquence SMR. Il me semble que c'était suite à une erreur de manipulation. En plus, c'était un total hasard. Non, oui, le hasard était que, voilà, en fait, ils avaient répliqué un peu les expériences de Kamiya pour montrer que les animaux étaient capables de moduler leur activité cérébrale. Et le hasard a fait qu'il a utilisé les mêmes chats pour d'autres expérimentations, parce qu'à ce moment-là, c'était la lutte des États-Unis pour conquérir l'espace. Et ils avaient remarqué que certaines expositions au carburant de fusée déclenchaient des crises d'épilepsie chez les astronautes. Et donc, la NASA a demandé à Sterman d'étudier ce phénomène. Et il s'est servi des chats. Et donc, il s'est rendu compte que les chats qui avaient été entraînés à faire ce rythme SMR, leur seuil de développer des crises d'épilepsie était beaucoup plus haut, voire n'en développait pas du tout. Donc, ils étaient résistants à l'épilepsie. Et pour prouver ça, il a eu une excellente idée. C'est-à-dire, il a montré en désentraînant le rythme, donc en entraînant les chats recevaient du lait quand ils faisaient un certain type d'onde. Donc, ils ont réappris à faire d'autres ondes. Et à ce moment-là, quand on les exposait au carburant, ils redéveloppaient des crises d'épilepsie. Et pour prouver qu'il avait vraiment, c'est ce qu'on appelle un study design en mode ABA, je teste une condition initiale, je teste quelque chose et je reviens à la situation initiale. Si ça se reproduit, ça veut dire que c'est fiable. Et donc, en réentraînant le rythme SMR, de nouveau, les chats étaient résistants aux crises d'épilepsie. Donc, c'était en termes de méthodologie, c'était un génie. Mais il est toujours vivant d'ailleurs, Barry Sterman, et voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, il y a une neuropsychologue qui s'est lancée, qui a osé utiliser le neurofeedback pour aider tout ce qui était AVC, trauma crânien, coma, addiction, ce genre de choses. Ouais. Voilà, Margaret Ayers, quand même, faut le dire. Il y a eu une femme dans tout ça. Et ensuite, bah oui, effectivement, Sterman a continué en s'associant avec Lou Barr pour tout ce qui est le mode Evel, arousal model, et qui s'est rendu compte que, bah tiens, la fréquence des ondes, elle changeait. À partir du moment où il y avait une activité cognitive, l'alpha qui était mesuré diminuait et donc le bêta augmentait. C'est là où on a commencé à s'intéresser à, tiens, il y a des ondes cérébrales différentes et elles s'adaptent en fonction de l'état, du moment, de s'il y a une activité cognitive ou pas, etc. Et ça, on va vous le présenter juste après, de quelles ondes on a dans le cerveau, à quoi elles servent, voilà, est-ce que c'est normal ça, est-ce que ça c'est signe d'un problème, etc. Donc voilà un petit peu, on a fini avec la partie histoire. Maintenant, on va commencer avec la partie plus découverte qui vous intéresse. Donc voilà, François, je ne sais pas si toi tu veux faire cette partie, moi après. Ouais, mais juste intro, parce qu'en fait, en fait, nous on parle, où les gens ils entendent parler de scanner ou de brain scan, donc et avec des jolies images, etc. Et je pense que c'était important de préciser c'est quoi la différence. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en léger et c'est quoi l'IRM ou le scanner du cerveau. Et l'un complète l'autre. Théoriquement, il faudrait faire les deux en même temps. Malheureusement, je ne pense pas qu'à Luxembourg que ça se fasse, sauf peut-être en recherche, mais je ne crois pas. Aux États-Unis, ça existe en tout cas. Voilà. Non, je te laisse. Voilà. Ok. Donc, le EEG, par rapport à tout ce qu'on sait maintenant sur le cerveau, sur l'électricité, sur comment se développent tous ces systèmes, ça sert à quoi? Ben, c'est le bonnet que vous voyez ici, qu'on pose sur la tête, donc avec les électrodes à un certain placement. Et c'est ça qui va nous permettre de mesurer l'activité électrique que vous voyez sur la droite. Ici, on a mis un exemple d'activité électrique en temps réel. J'insiste bien, c'est en temps réel, ça défile comme ça défile entre guillemets dans le cerveau sous chacune des électrodes. Donc en fait, chacune des lignes représente une des électrodes qui est sur le crâne, et c'est ce qu'on appelle un tracé. Hein, voilà, donc ça c'est une manière graphique de voir l'électricité qui se passe au niveau du cerveau. C'est pas douloureux parce que ce sont juste des électrodes. Alors la plupart du temps c'est avec du gel, chez la plupart des neurologues ou dans les hôpitaux, même en recherche c'est avec du gel, mais pas chez nous. Chez nous c'est avec de l'eau. On a des électrodes avec de l'eau, donc c'est-à-dire que vous avez l'électrode, par-dessus il y a une petite éponge que nous on humidifie avec de l'eau légèrement salée. Voilà.
Donc, c'est vachement moins pénible. Quand on vient chez nous, ça décoiffe un peu, mais au moins, vous ne vous retrouvez pas avec une tignasse qui colle complètement dans le gel parce que avec le gel, je vous garantis, après, il faut prendre une douche. Là, vous n'avez pas besoin, un coup de brosse et voilà, c'est sec, on ne voit plus rien, ni vu ni connu. Voilà. Donc le EEG, c'est bien pour observer l'activité en temps réel qui défile. Par contre, on va pas voir physiquement et savoir, voilà, tiens, il y a peut-être une lésion, il y a peut-être une tumeur, il y a un trouble de la personnalité, etc. C'est pas ce qu'on voit. Par contre, effectivement, s'il y a une lésion au niveau du cerveau ou une tumeur ou ce genre de choses, ça, par contre, comment on peut avoir peut-être un doute, c'est que l'activité électrique, elle va être détraquée par la présence de cette tumeur. Et même si nous le voyions, nous n'aurions pas le droit de le dire parce que nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas le droit d'établir des diagnostics. Voilà. Les neurologues utilisent bien l'EEG pour détecter, ou inclure ou exclure des hypothèses. Mais voilà, ça, ce n'est pas notre idée. Justement, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aussi, pour vous expliquer ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, nous n'allons pas dire il y a ça et ça, parce qu'on n'a pas le droit et on ne peut pas. Mais voilà, en ayant quand même vu passer 1500, 1600 cerveaux maintenant, Ouais. sous nos capes et entraîner plus de 700 personnes. Donc, je pense qu'on a quand même un certain recul pour pouvoir en parler un peu. Voilà. Voilà, donc ça permet ça. Mais voilà, parce que par exemple, oui, on a déjà reçu des personnes qui ont fait un AVC, donc on ne voit pas l'AVC. Par contre, voilà, les patients nous disent bien, ça a été là, ils nous ramènent les anciens documents, etc. Donc on sait aussi la zone. Et de toute façon, même s'ils ne disent pas la zone, on trouve vite sur le EEG où est-ce qu'elle est, où est-ce que le cerveau a souffert pendant l'AVC. Parce que l'activité est complètement différente, complètement ralentie, en ce qu'on appelle en mode réparation. Voilà, donc on le voit, le cerveau envoie des signaux même si on ne le voit pas. Alors quel est l'inverse pour voir justement ça? C'est ce qu'on appelle l'IRM. Donc vous voyez, c'est complètement différent les images qu'on obtient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont déjà passé des IRM ou ce genre de choses, donc vous êtes peut-être même habitué à ce genre d'image, on en voit quand même assez souvent. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est vue 3D, de coupe de cerveau, de l'intérieur du corps. Ça dépend pourquoi vous faites un IRM. Ça nécessite un champ magnétique. Voilà, c'est pas juste on vous met une cape et on vous branche à l'ordinateur et on voit. C'est quand même, voilà, il faut un autre matériel, c'est un autre coût. Pour tout ce qui est IRM fonctionnel, ça permet de mesurer l'activité du cerveau en temps réel au lieu d'obtenir une image fixe avec l'IRM. L'IRM fonctionnel, ça permet de voir avec les techniques s'il y a des zones qui s'activent plus que d'autres ou pas en fonction d'une tâche. Voilà, si on vous fait faire une tâche cognitive, on vous demande telle chose et qu'on veut voir quelles zones du cerveau sont impliquées dans ces choses-là, et ben on va faire un IRM fonctionnel. Donc ça, c'est la petite différence. Si vous voyez IRM-F, c'est IRM fonctionnel, donc c'est vraiment l'activité du cerveau, l'activation des zones cérébrales. Et si c'est l'IRM tout seul, là, c'est ce qui va permettre de voir est-ce qu'il y a eu lésion, est-ce qu'il y a eu saignement, etc., etc. De voir si la matière est toujours intacte ou non. Donc c'est pour ça, voilà, l'EEG a ce qu'on appelle une meilleure résolution temporelle. Parce qu'on ne le voit en temps réel et par contre l'IRM, lui, c'est une meilleure résolution spatiale au millimètre près. Ouais, pour illustrer un petit peu, l'EEG, on travaille vraiment en millisecondes, tandis que l'IRM, si je ne me trompe pas, c'est plutôt en minutes. C'est-à-dire qu'il y a un décalage de temps qui est énorme. Et au niveau de la résolution spatiale, donc la précision dans l'espace, l'EEG, on peut localiser donc Mélanie va en parler après, le Loretta, on permet de localiser l'activité dans des structures internes du cerveau, mais l'EEG a une résolution spatiale d'à peu près 5 à 7 mm, tandis que l'IRM, il est entre 1 à 3 mm. Ah tiens, on a notre nouveau collaborateur qui vient de nous rejoindre. Elle est terrible, elle ne peut pas se tenir tranquille. Voilà. Je suis désolée s'il y a du bruit. Voilà. Et donc, moi, j'aime bien utiliser l'analogie avec les clients. L'EEG, en fait, ça permet de voir le flux de l'information, donc plutôt le software, si on prend une image d'un ordinateur, tandis que l'IRM permet vraiment de voir les hardware, est-ce que le disque dur est à la bonne place, est-ce qu'il est chaud, est-ce que ce genre de choses. Ce qui est important peut-être dans l'idée du neurofeedback,
ben, même vous le savez peut-être, même si vous avez par exemple un composant de votre ordinateur qui est plus lente, ben, le software peut combiner, peut contourner, peut réparer, peut voilà, vous permettre de mieux fonctionner si un software est optimisé. Par contre, le software ne peut pas réparer le hardware. Voilà. Donc, un dégât physique n'est pas réparable par du software. Mais l'inverse est vrai aussi. Avoir un bon hardware et pas avoir de bon software, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, en fait, il faut les deux. Voilà. Super, ok. Donc voilà, maintenant on vous a présenté la différence entre l'EEG et l'IRM, qui est, alors petit aparté, IRM a différencié de scanner. En français, je sais qu'on aime bien dire en France, je vais faire un scanner pour un IRM, mais c'est pas du tout la même chose, puisque pour le scanner, il est question de vous injecter des produits qui vont se voir entre guillemets par fluorescence, etc. Donc ça permet aussi d'obtenir des images, mais c'est pas pour voir la même chose et c'est pas du tout le même procédé. Donc ça aussi, si vous voyez scanner et IRM, souvent ça embrouille les gens, mais techniquement c'est pas la même chose. Voilà, j'avais oublié de le préciser. Maintenant, quelle est la différence entre EEG et QEG? Donc non, c'était pas une faute de frappe dans le titre, c'est bien QEG parce qu'on parle de quantitatif. Alors, c'est la même chose, vous avez toujours la cape, vous avez toujours le tracé de l'EEG. Vous obtenez juste, au lieu d'un tracé brut que le neurologue regarde avec l'EEG, nous, ce tracé brut, il va être mesuré, analysé, passé selon des analyses statistiques, mathématiques, physiques, et ça va donner lieu à ce genre d'image. Donc, si vous voulez, les ondes du tracé vont être posées graphiquement sur image. C'est beaucoup plus simple. François vous en parlera tout à l'heure pour nous, pour les patients. Parce que vous montrer un tracé, vous dire là on voit ça, là il y a de ça, là il y a de ça, ça parle pas trop. Alors que ce soit pour les enfants ou les adultes, qu'on dise regardez, il y a un peu trop d'activité ici, il y en a un peu moins ici sur des représentations graphiques comme ça du cerveau, c'est beaucoup plus simple pour les gens. Voilà. Et puis voilà, parce que c'est quand même un domaine complexe et quand les gens viennent chez nous, ben on en a quand même pour 1 heure 30 à leur donner beaucoup de résultats, donc ça fait beaucoup d'infos. Donc au moins une fois qu'ils sont à la maison avec leur rapport de résultats, et ben ils peuvent regarder tranquillement les données et le relire chez eux sans que ce soit du charabia trop médical ou trop compliqué à comprendre aussi. Et moi je trouve que c'est important. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Si le patient comprend comment il fonctionne et comment aussi son trouble fonctionne et qu'est-ce qui est à l'origine et pourquoi et tout ça, et ben c'est plus facile pour lui de s'en sortir, que ce soit pour la dépression, pour de l'anxiété. C'est ce qu'on appelle en psychologie la psychoéducation, de rendre le patient connaisseur de lui-même. La plupart des gens le sont déjà, mais de donner ce genre d'informations sur le fonctionnement, c'est hyper important. Donc voilà, c'est pour ça que on aime bien. Voilà, ça permet d'observer ce qu'on appelle des dérégulations de l'activité cérébrale. Est-ce que l'activité électrique, elle est dans une norme? Est-ce que c'est dans la moyenne? Ou est-ce que tient sur ou sous-activité? Ça, ce sont des signes de quelque chose qui ne va pas ou qui ne fonctionne pas correctement. Voilà. Donc, François, je vais te laisser justement parler des avantages du QEG. Alors j'ai déjà dit en entrée, pour moi, mesurer, c'est le mantra parce que je suis convaincu, et pas que moi, qu'on ne peut agir et changer que les choses qu'on a mesurées. Donc, nous, on passe notre temps à faire ça tous les jours. Et il y a différents types de QEG, parce qu'il y a des QEG, en gros, il y a 2 types de QEG, avec base de données derrière statistiques, donc c'est des comparaisons statistiques, ou pas. Et j'aime bien prendre l'analogie, donc voilà, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une base de données? Ça veut dire que, par exemple, dans le cas du logiciel que nous, on utilise, ça a été une base de données avec plus de 1000 personnes dont le cerveau a été scanné, leur profil psychiatrique a été scanné, il y a eu des prises de sang, ils ne devaient pas prendre de médication, etc. Donc remplir plein de critères pour pouvoir être enregistrés. Et notre base de données, bon, on en utilise 3 en fait, mais voilà, elles vont de 6 mois jusqu'à 85 ans, comment un cerveau devrait fonctionner et à quoi ça devrait ressembler. Donc,
L'avantage, c'est que ça vous donne pas des... Est-ce que tout le monde peut être comparé? Parce que les gens disent, oui, mais je ne veux pas te comparer à la norme, je ne suis pas normal. Exact, mais on a besoin de repères. On a besoin de repères. Pour l'analyse du sang, je vais donner l'exemple. Voilà, la vitamine D, elle doit être comprise entre 30 ou 140 milligrammes, etc. C'est très large, mais ça vous donne quand même des références. Voilà, si on vous mesurer, je sais pas, 300 milligrammes de vitamine D, ou je sais pas, micron peut-être, même c'est de vitamine D, vous savez que vous êtes complètement hors norme. Et ça ne veut pas dire que vous êtes malade, que vous avez un problème, mais simplement c'est une information. Et c'est une information neutre. Et nous, en fait, ce qui nous intéresse quand on mesure les G, c'est est-ce qu'il y a le bon mélange des bonnes ondes au bon endroit, au bon moment. Et l'avantage, le deuxième avantage pour moi, c'est cette représentation graphique. Ça permet vraiment de prendre conscience. Ça permet de visualiser les changements. Voilà. Parfois, les gens disent oh là là, c'est dramatique, toutes ces couleurs, etc. Non, non, oui, mais il faut des codes couleurs. Voilà, donc rouge, c'est pas bon. Absence de couleur, c'est bien, etc. Et là, chacun, même sans être expert, va voir. Voilà. Nous, on voit ça vraiment en temps réel. Nous, on voit vraiment en temps réel pendant les séances comment le cerveau change, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Moi, je me souviens d'un cas qui était pour moi assez marquant. Parfois, le QEG, juste l'étape d'enregistrer sa brain map et d'en discuter. Moi, je me souviens d'un dirigeant d'une société qui fabrique des boissons fort sucré, avec une couleur rouge qu'on voit partout, je ne vais pas citer de marque. Et les gens qui travaillent pour cette société à des niveaux haut placés, ils ont droit à livraison de cette boisson, pas très saine, on va dire, à volonté à la maison toute leur vie. Et le monsieur, quand il est arrivé, était quand même à, si je me souviens bien, 8 litres de cette boisson rouge, là, tous les jours. Donc, pas d'alcool, je parle de vraiment quelque chose avec beaucoup de sucre et un peu de caféine dedans. Ça se voyait dans l'enregistrement de sa brain map. Et le fait de lui montrer, juste le fait de lui montrer, de visualiser ce que ça faisait avec lui, ça a suffi pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience. Tiens, ouais, c'est pas normal, ça peut peut-être expliquer une partie des problèmes que j'ai dans ma vie et il s'en est servi pour changer pas mal de choses. Après, pour moi, le grand avantage, et ça, parfois, les psychologues ont un peu de mal à accepter, à comprendre, c'est que quand on mesure un signal, comme Mélanie elle l'a dit tout à l'heure, votre cerveau, avant que vous n'ayez conscience de votre décision, quelques secondes avant, votre cerveau sait déjà la décision qu'il va prendre. Donc, on est vraiment en avance. Et il n'y a pas ce qu'on appelle les biais cognitifs. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un qui est proche du burn-out, donc qui est proche vraiment d'une fatigue émotionnelle, physique intense, si je lui demande s'il est fatigué, non, non, ça va. Non, non, tout va bien. Donc, son biais cognitif va dire non, non, il faut que je dois continuer de fonctionner. Je ne peux pas avouer de faiblesse parce que sinon je vais me sentir faible. Et là, une mesure objective n'est plus niable. Voilà, donc c'est beaucoup plus dur. D'autres choses, si je demande à quelqu'un quelqu'un qui était anxieux toute sa vie, si je lui demande est-ce que vous êtes anxieux? Non, pas du tout. Ça, c'est le grand classique. Vous êtes stressé? Non. Dites-le à votre cerveau parce que lui, il ne le sait pas. Et donc là, c'est mon préféré, celui-là. Celle-là, vous êtes stressé? Non, pas du tout. Quand j'ai quelqu'un qui saute dans tous les sens sur la chaise, vous êtes stressé? Non. Voilà. Et là, le fait de montrer, il y a pas normalement dans les questionnaires, il y a l'autodéclaratif. Donc, est-ce que vous êtes fatigué? Non. Vous dormez bien? Oui. Là, la semaine passée, encore un client qui m'a dit, première fois de ma vie, j'ai dormi une nuit. Maintenant, je sais ce que c'est que le sommeil. Voilà. Donc, on ne sait pas le dire. Donc, on n'est pas l'habitude de sentir le cerveau, on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Donc, des QEG, il y en a avec et sans base de données, ce qui veut dire que nous, on utilise vraiment l'approche américaine. Pourquoi? Parce que après avoir testé presque tous les systèmes de QEG et de neurofeedback qui sont sur le marché, presque je dis, c'est celui qui est le plus prévisible et qui donne des résultats constants. Et il y a surtout une grande corrélation entre ce qu'on trouve, nous, et ce qui est mesurable dans des scanners. C'est
pas la même chose, puisqu'on ne mesure pas la même chose, mais il y a une forte corrélation. Après, pour les gens il y a aussi des gens qui travaillent sans cette base de données. Ça veut dire qu'ils utilisent ce qu'on appelle des biomarqueurs. Par exemple, ils vont regarder les ondes alpha au niveau frontal. Voilà, si vous avez plus d'alpha au niveau frontal gauche, ben, vous avez tendance à voir le moitié vide, donc vous allez plutôt voir vous êtes plutôt en retrait, vous êtes plutôt en down au niveau humeur. Donc, on parle de tristesse. Quand on rentre dans les diagnostics, ben, on parle de dépression. Mais nous, on voit ça même avant, ou voilà, aussi par exemple, si on mesure encore une asymétrie alpha alors que la personne est en traitement, peut-être que ce n'est pas le bon traitement alors. Voilà. Il y a d'autres marqueurs qui sont, voilà, si vous avez des ondes θ au niveau central, ben, là vous avez un problème d'attention, voire jusqu'à un trouble de l'attention. Le high bêta central, c'est l'anxiété. Donc, mais ça, c'est étudié, on trouve ça dans les études. Voilà. Mais on n'a pas besoin de base de données pour trouver tout ça. Ce qui, moi, m'étonne surtout, et je pense que ça étonne surtout nos clients, c'est qu'on voit une forte corrélation, concordance, ça concorde entre ce que les gens nous disent et ce que nous, on voit. Donc, parfois, ils sont surpris. Mais comment vous savez? Ben, c'est votre cerveau qui nous le raconte. Voilà. Vous allez voir, Mélanie va vous montrer après un exemple de statistique de ce que nous, on voit, probabilité d'avoir tel et tel problème. Parfois, les gens oublient, ne sont pas toujours très connectés avec eux, surtout les gens aujourd'hui stressés, sont très dans le mental, très peu dans le ressenti. C'est encore plus une particularité, je dirais, des hommes que des femmes. D'ailleurs, les hommes viennent plutôt nous voir, ils n'ont pas de problème, c'est pour augmenter les performances, tandis que les femmes sont plus connectées à elles et donc elles ont plus tendance à accepter aussi les choses que nous on voit et veulent prendre soin d'elles avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc, l'avantage du QEG, en fait, c'est que on vous montre comment vous utilisez votre cerveau et qu'est-ce qui est spécifique par rapport à vous. Voilà. En rapport à des normes, pas des normes, mais à des références. Voilà. Alors, c'est quoi les limites? Parce que, voilà, on dirait c'est magique, vous pouvez lire tout ça, etc. Non, c'est pas magique. Et il n'y a pas la pilule magique qui répond à toutes vos questions et résout tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, les jolies images, comme on va vous en montrer, il y a des normes, il y a des consignes, comment les utiliser. Par exemple, c'est interdit d'interpréter ces images sans avoir vu le client, sans connaître le contexte, sans connaître l'âge. Ça ne veut rien dire, ces images, si vous ne savez rien sur la personne. Voilà. Et d'autre côté, les bases de données, donc ces références, elles ont toujours des limites. Par exemple, la base de données que nous, on utilise, ça peut être un avantage ou un désavantage, mais vous donnez l'exemple, nous, on utilise un système qui s'appelle donc NeuroGuide par Applied Neuroscience. C'est un logiciel qui, par exemple, aux États-Unis, il est approuvé par les tribunaux comme preuve devant les tribunaux, si c'est un neurologue qui utilise le logiciel. Or, nous ne sommes pas neurologues, mais on utilise quand même le même logiciel, on a les mêmes informations. Donc, c'est quelque chose qui est considéré comme preuve scientifique. Mais tout système informatique a ses limites. Parce que, voilà, cette base de données, elle a été faite dans les années 80. Et, par exemple, dans les années 80, les amplificateurs, donc qui amplifie le signal enregistré sur la tête, n'étaient pas assez performants, et les ordinateurs non plus, par exemple, pour pouvoir enregistrer du gamma. Donc, nous n'avons pas de gamma dans nos bases de données. On peut voir le gamma, mais on n'a pas de valeur normative. Et il y a toujours des conventions. On va parler après des ondes. Voilà, une convention au niveau des ondes alpha, ça va de 8 à 12 Hertz. Or, ça, c'est une convention que nous, humains, avons pris. Le cerveau ne sait pas que nous, on appelle ça de l'alpha. Et dans la réalité, et ça, nous, on l'a vu plusieurs fois, on s'est fait aussi avoir une ou deux fois, jusqu'à ce qu'on ait appris, ben, l'alpha, par exemple, en cas de traumatisme crânien ou d'autres chocs psychologiques durs, ben, l'alpha peut être ralenti, et donc à ce moment-là, il n'est plus à 8 Hertz, donc 8 oscillations, mais il peut baisser jusqu'à 6. Et à ce moment-là, base de données, elle va dire, ah, c'est du θ, c'est en trop. Et là, c'est l'expérience qui fait qu'il faut qu'on regarde, qu'on localise d'où est-ce que ça vient,
parce qu'un θ n'est pas généré à l'arrière, l'alpha est généré à l'arrière, etc. Donc, c'est vraiment de l'expérience. L'autre limite du QEG, pourquoi je pense que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux, c'est que c'est quand même beaucoup de bruit. Ça veut dire que nous, le QEG, on enregistre votre cerveau au repos. Et c'est énormément de données. On peut être noyé par le nombre de données et de tout ce qu'on peut lire, etc. Et ça devient vraiment un peu, c'est un mélange entre art et science pour pouvoir lire dans ce bruit. Parce qu'en gros, il y a 98% de bruit et quelques pourcents d'informations vraiment importantes. Voilà. Petite boutade, voilà. Et puis, il ne faut jamais faire confiance aux statistiques, sauf à celles qu'on a truquées soi-même. C'est pour ça que nous, on utilise plusieurs bases de données. On ne fait jamais confiance à une seule. Et on regarde toujours avec l'expérience et de différents points de vue, vraiment. Plus on complète avec des tests neuropsychologiques, donc qui mesurent vraiment le output de votre cerveau, qu'est-ce qu'il est capable de faire, voilà. Pour moi, la principale limite pourquoi le QEG, c'est qu'en fait, trop peu de gens ne le connaissent pas et ne connaissent pas la puissance de qu'est-ce qu'on trouve dedans et la stabilité. Parce que, voilà, je vais donner l'exemple encore d'un client qui était venu il y a quelques années puis qui est revenu. Il me disait, moi je veux refaire une brain map parce que ma vie a tellement changé. Ma brain map doit être complètement différente maintenant par rapport. Et malheureusement, on a fait la brain map, on a mis les deux images l'une à côté de l'autre. Son ressenti était meilleur, mais son cerveau ne fonctionnait pas encore mieux. Et bon, voilà. Donc, on est très mal placé pour parler soi-même de ce qui se passe dans notre cerveau, parce qu'on ne le sent pas. Voilà. Mais le principal avantage du QEG, c'est qu'il faut en faire un pour pouvoir faire du neurofeedback. Pourquoi? Parce que le neurofeedback et la neurostimulation, nous, on ne fait jamais de neurofeedback ou de neurostimulation sans savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau. Parce que on peut vraiment faire des dégâts. Voilà. C'est seulement quand on sait ce qu'il y a, quand on mesure, qu'on sait apporter quelque chose qui aide et qui est bénéfique. Voilà. Mm-hmm. C'est un magnifique outil, mais il faut savoir l'utiliser. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et j'aime bien la contradiction. Ça, alors là, c'est moi, il y a une semaine, au salon Medica à Düsseldorf, donc la plus grande foire médicale. Et ça, c'est le futur. C'est l'inverse de ce que je viens de dire. Malheureusement, ça, c'est un casque qui fait ce que nous, on fait manuellement. Donc, enregistrer, poser les électrodes, être sûr qu'il y ait un bon contact, avoir un bon signal, nettoyer le signal, faire l'analyse du signal et puis dire qu'est-ce qu'on voit. Ça, c'est un casque. Vous le posez en 30 secondes. Vous faites 2 minutes d'enregistrement et il va vous dire qu'est-ce qu'il y a chez vous. Et pourquoi? C'est grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, ça c'est le futur. Ça c'est une entreprise coréenne. Pour moi, ils ont moins de 10 années d'avance sur tout le marché. Pourquoi? Parce que la Corée a décidé d'axer ça, c'est un axe de développement pour le pays. D'ailleurs, tout le pays de la Corée est en train d'être scanné avec le casque, presque tout le pays. Donc, ils ont des magnifiques données. Et donc, ça détecte l'anxiété, dépression, probabilité de déclin alternatif et le risque que vous avez d'avoir Alzheimer en chrono 10 minutes. Et puis, ça va vous proposer le traitement avec, qui est inclus dans le casque. Bon, ne demandez pas le prix du casque, on est à 30 000 euros. Mais par rapport à ce que ça apporte, voilà. Donc ça, moi j'ai appelé ça le futur du QEG. Non, c'est déjà aujourd'hui, c'est là, c'est disponible. Voilà, ça existe, c'est validé, c'est sérieux, ça va venir parce que tout ce qui est intelligence artificielle est bien supérieur à toute analyse des plus grands experts, malheureusement. Par exemple, l'Alzheimer, on peut détecter jusqu'à 15 ans avant que ça se déclare dans le cerveau. 15 ans avant. Donc, on peut faire des choses. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ça c'est le futur du QEG. J'espère qu'on aura encore le droit de placer les casques, d'aider les gens. Mais oui, ça remplace beaucoup de choses que nous on fait aujourd'hui manuellement. Ça va être automatisé, ça arrive, c'est là. Voilà. Ok. C'est bien que tu aies axé sur la prévention parce que c'est ce
que je trouve qui manque dans la santé. Et plus j'échange avec d'autres corps médicaux, des infirmières, des nutritionnistes, peu importe le domaine, je trouve que pas de prévention. Il y a plein de choses, il y a plein de connaissances, il y a plein d'études, comme sur la santé des intestins, qui peut aider dans la dépression, dans l'anxiété, éviter Alzheimer avec des inflammations, etc. Et je trouve qu'on l'utilise pas assez. Donc, c'est le petit point, voilà. Préventif, c'est important. C'est comme le film François Ouimet, c'est faut pas attendre d'être malade pour essayer d'aller mieux, quoi. Cette phrase, elle me trotte souvent dans la tête. Ouais. Voilà. Je te repasse la parole. Oui, j'embraye sur maintenant. Je pense qu'il faut quand même accélérer un peu. Oui. Bah là, ça va être très rapide. Ça va juste être la présentation des cas. Hein. Oui. Je vais montrer aux gens. Je vais vous montrer en fait. Du coup, les belles petites images de tête de tout à l'heure. On parlait de représentation graphique. Une fois le tracé, comment on le transforme. Et ben en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la brain map. C'est une cartographie de votre cerveau quelque part. Donc. Alors, vous avez plein d'ondes différentes dans votre cerveau. Alors, il manque la gamma, mais on a mis les principales. Et donc, elles sont toutes bonnes. J'insiste là-dessus. Il n'y en a pas une qui est mauvaise ou une qui est meilleure. Elles ont toutes un rôle à jouer à des étapes différentes, que ce soit de notre vie ou de notre journée. Il faut qu'on en ait un tel qui vienne, qui s'en aille, etc., etc. Donc, vous avez à gauche la delta. Et vers la toute droite, le high beta. Donc, la gauche, c'est les ondes lentes, et plus on se déplace dans le tableau vers la droite, plus c'est ce qu'on va appeler des ondes rapides. Donc, par exemple, voilà, vous avez delta, c'est tout ce qui va être sommeil profond, coma, état de réparation aussi, quand quelqu'un a eu un traumatisme crânien, est malade aussi, ce genre de choses-là, on va aussi voir des ondes delta. Quand vous avez un rhume, si vous venez chez nous, vous aurez des ondes delta parce que votre corps combat le rhume et donc vous aurez du delta. Le theta, c'est un petit peu plus rapide que le delta et ça, c'est plutôt tout ce qui va être rêve, créativité. C'est aussi ce qui permet l'endormissement. Hein, c'est cet état entre le sommeil profond et encore conscience. Voilà, s'il y a un bruit, vous vous réveillez. Vous n'êtes pas totalement endormi. L'alpha, moi, je le vois vraiment, j'explique toujours ça comme le juste milieu. C'est-à-dire qu'on n'est ni endormi sur la gauche du tableau, ni complètement en activité comme sur le tableau de la droite. C'est l'état du chat qui se repose, c'est-à-dire qu'il est là, allongé. Il est conscient, il observe son environnement, mais il n'est pas en stress ni endormi. Il processe pas. En alpha, on ne processe pas l'information. En fait, on est juste couplé avec soi-même. Oui, mais il est éveillé. Il est éveillé. Il a conscience de lui. Il bouge, il sait ce qui se passe. Il n'est pas déconnecté, tu vois, de ce qui se passe de l'environnement. Il n'est pas en train d'analyser ou de faire des tâches spécifiques, mais il n'a pas besoin ni d'agir ni de dormir, en fait. C'est vraiment la relaxation, la méditation par excellence, quoi. Le bêta, là, c'est les ondes rapides. Donc, c'est tout ce qu'on va faire en activité cognitive. Donc, quand vous êtes en tant qu'enfant à l'école, que vous faites des exercices, que vous travaillez, que vous apprenez une nouvelle compétence. Voilà, là, j'espère qu'on est tous en bêta. Et la bêta, ça, c'est une onde très rapide. C'est plutôt tout ce qui va être hypervigilance. Plutôt mécanisme stress, toutes ces choses-là. François aime bien les appeler les ondes du tigre. Ça, je sais. Ou Verdun, ou les ondes de Verdun. Voilà. Ah, ou de Verdun, ouais. C'est au cas où il y a danger, voilà, la guerre. Il faut se protéger, donc elles servent aussi à ça. Et donc là, vous avez des exemples de choses qu'on peut mesurer au niveau du cerveau qui sont normales. Alors, je veux mettre un gros guillemet parce que on écrit normal, mais si vous voulez, normal, ça veut tout et rien dire. Personne n'est normal, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est plutôt normal dans le sens dans la norme. Est-ce que vous êtes dans la moyenne de l'activité des gens de votre sexe et de votre âge, ou est-ce que vous en différez? Ça, par exemple, il y a des petites couleurs, mais c'est pas très significatif. C'est impossible. Enfin, c'est possible d'avoir tous vos cerveaux blancs, mais c'est mauvais signe. Très mauvais. Moi, j'aime pas quand je fais une brain map avec quelqu'un qui vient, qui me dit voilà, j'ai tel souci, tel truc, et que j'obtiens des têtes toutes blanches partout, et que c'est trop clean.
par rapport à ce que c'est. Et ça, c'est en général très mauvais signe. Ça veut dire que quand on va commencer à vouloir travailler là-dessus, c'est un peu comme la cocotte minute qui va exploser. Il y a des défenses, il y a des barrières psychologiques. Et si ça pète, ça fait pas du bien. Alors, c'est une discussion qu'on a aussi avec les patients. Est-ce qu'ils sont prêts dans ce genre de cas? C'est rare. C'est pas ce qu'on a le plus souvent. C'est très, très rare, mais ça arrive. Et donc, ne vous tracassez pas. Si vous avez des petites couleurs sur votre EEG, c'est très bien. C'est très, très bien. Et je vais vous montrer la différence maintenant par rapport à un cerveau qui a une activité électrique dérégulée. Voilà ce genre d'image qu'on peut obtenir. Alors, c'est quoi ces codes couleurs? Si vous voulez, ce qui est blanc, c'est la norme. C'est normal. Il n'y a pas de défaut d'activité électrique. Par contre, les couleurs, si vous allez dans le bleu, plus le bleu va être foncé, plus ça veut dire qu'il y a une carence de l'onde et de l'activité cérébrale à l'endroit où c'est bleu. Par contre, plus vous allez aller dans les couleurs vert, jaune jusqu'au rouge, plus ça veut dire qu'il y a un surplus de l'onde et donc d'activité cérébrale à ce niveau-là. Donc, l'un et l'autre ont des conséquences différentes en fonction de l'onde et en fonction de l'endroit aussi, hein, qui est très important à savoir. Donc, voilà un petit peu ce genre de différence que nous, on mesure chez la plupart des gens. Et maintenant, au niveau des cas, qu'est-ce qu'on peut voir? Une fois qu'on a ça, elles sont bien jolies, ces petites images, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai mis des exemples de cas. Ah non, c'est vrai, les paramètres évalués. Pardon, il y en a encore. Il y a beaucoup de paramètres avant les brain maps. En plus de ces jolies petites couleurs, il y a pas mal de choses qu'on regarde encore. Donc, il y a ce qu'on appelle la puissance absolue. Donc, c'est-à-dire, on va obtenir ces petits schémas graphiques de tête avec des couleurs. Donc, ça, c'est vraiment l'activité cérébrale comparée à votre norme, ce qu'on appelle la population de référence. Il y a une autre ligne, toujours avec ces mêmes petites têtes colorées, qui peut différer de la première ligne. Et c'est ce qu'on appelle la relative, de comment votre cerveau décide de redistribuer les ondes. Donc, ça peut être très différent entre, par exemple, dans l'alpha, vous pouvez être dans la norme, mais si on regarde dans le détail, vous, par rapport à votre propre fonctionnement, est-ce qu'il n'y en a pas trop, hein? Donc, ça, c'est aussi des indications très importantes et très intéressantes. Et c'est vrai que souvent, l'absolu, des fois, peut être assez clean. Par contre, quand on regarde dans le relatif, il y a pas mal d'informations à en tirer sur le fonctionnement de la personne, du coup. Oui. Et les deux doivent toujours être regardés ensemble. L'un sans l'autre ne veut rien dire. Voilà. Si je prends un exemple, si voilà, Mélanie a du 10 microvolts en alpha, puisque c'est comme ça qu'on mesure en millionième de volts en occipital, peut-être que pour elle, c'est beaucoup. Mais moi qui ai une puissance totale du léger qui est supérieure, que 10 microvolts ne serait pas suffisant. Donc ça, c'est la différence entre absolu et relatif. 10 microvolts pour elle, c'est beaucoup. Pour moi, pas assez. Donc, on a besoin des deux. Voilà. En plus de ça, on a encore des choses qu'on peut voir. C'est pas le préféré de François, mais ça peut être informatif quand même. C'est l'asymétrie des ondes. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui montre ce que c'est. Ça permet de savoir aussi si les ondes sont réparties de manière égale ou s'il y a un déséquilibre entre, par exemple, gauche, droite, avant, arrière. Ça peut être des indications. François, c'est pas celui qui préfère parce que c'est trop changeant. C'est très instable. Je me suis amusé à faire des enregistrements de suite et la asymétrie change. Pas complètement, mais c'est pas stable. Tandis que les autres valeurs, si on fait un enregistrement aujourd'hui et dans une semaine, les valeurs ne vont pas changer beaucoup. Peu importe que vous soyez plus en forme, moins heureux, plus happy, ça ne change pas tellement. Voilà. Donc, on le met quand même pour que vous sachiez, oui. Voilà, tout ce qui existe qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'on se focalise pas toujours dessus. Par contre, ce qui est très important, ce qu'on regarde souvent et qui est stable, ce sont les cohérences. C'est ce qu'on appelle la synchronisation des ondes. Donc, soit elles sont élevées en rouge, soit elles sont faibles en bleu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez des cohérences ici en rouge, ça veut dire que quelque part, les aires du cerveau, les neurones, sont bloqués dans la communication entre eux. Ils parlent tout le temps, ils ont toujours des messages à s'envoyer tout le temps, mais ça sert strictement à rien parce qu'ils se disent la même chose. Et donc, en fait, le fait qu'ils soient bloqués dans cet état-là, ça rend le cerveau beaucoup moins flexible et il s'adapte aussi beaucoup moins puisqu'il n'arrive pas, ces neurones, ces aires du cerveau ne vont pas aller être disponibles pour faire autre chose. Donc là, par exemple, vous avez en rouge des hypercohérences qu'on appelle frontotemporales. Donc ça va être typique qu'on va retrouver chez des personnes qui ruminent beaucoup parce que on fait ce signe, c'est pas pour rien.
C'est quand ça tourne dans la tête, eh ben, c'est à cause, par exemple, des hypercohérences. C'est pas que pour dire qu'on est fou, hein, mais c'est vraiment le petit hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, et puis ça tourne, et puis ça s'arrête pas, et puis il y a une pensée qui suit une autre, et voilà. Et ça fait ça jour et nuit, sans vous demander votre avis, parce que c'est bloqué. Par contre, avoir une cohérence faible dans l'autre sens, c'est pas bien non plus parce que ça veut dire que dans ce cas-là, les aires du cerveau ne se synchronisent pas entre elles pour faire des choses. L'information, elle passe mal. Donc, par exemple, ici, vous avez des hypocohérences bleues au niveau du front. Et vous en avez aussi au niveau du centre. Alors, ça veut dire quoi? Au niveau du front, ça veut dire qu'au niveau fonctionnement exécutif, c'est pas top. Fonctionnement exécutif, le lobe frontal, c'est quand même the lobe dans votre cerveau. C'est celui qu'il faut pas qu'il se déconnecte parce qu'il fait vraiment tout. C'est le boss du boss. C'est celui qui se développe jusqu'à très tard, 25 voire 30 ans chez certaines personnes. Il y a encore des développements au niveau du lobe frontal. Et ça va être tout ce qui va être organisation, planification, s'adapter dans le sens mise à jour de mes compétences en mémoire, inhibition, vous empêcher de faire ou de dire quelque chose qui n'est pas adapté, par exemple, ce genre de choses. Donc voilà, si vous avez le lobe frontal pas connecté, c'est problématique. Et au niveau du centre, ici, par exemple, ça, c'est tout ce qui va être les zones limbiques en dessous. S'il y a ça, très souvent, c'est que la gestion des émotions, c'est pas le top pour cette personne. Quand on voit un carré comme ça peut être des excès de colère, ça peut être de la tristesse qui n'est pas identifiée, ça peut être plein de choses. Les émotions, c'est compliqué. Et là, vous en avez même tout à l'arrière. Ça fait une espèce de petite forme comme ça. Ça peut être des difficultés somatosensorielles ou ça peut aussi être des problèmes de vue. Par exemple, moi, c'est les seuls que j'ai dans le cerveau. C'est vraiment celle-là, si on sort ma brain map, c'est à l'arrière du cerveau parce que ma vue est médiocre. Alors bon, je ne me suis pas amusée à faire du neurofeedback pour améliorer ma vue. On pourrait, si on avait le temps, avec François. J'ai déjà fait. Voilà, François a déjà fait, mais voilà, par manque de temps, en attendant, les lunettes, c'est bien aussi. Mais ça m'est arrivé quand François m'a fait des séances, quand on avait un petit peu de temps, que ma vue était bien meilleure, je le remarquais surtout de nuit. Arriver à mieux lire les plaques d'immatriculation, plus sensible à la lumière, voilà, ce genre de choses. Et les cohérences avait diminué. Mais bon, après, j'ai pas forcé là-dessus, j'ai pas continué. Donc forcément, ça n'est pas resté. C'est que le cerveau n'a pas eu le temps d'apprendre. Mais voilà, ça, c'est ce genre de choses qui peuvent aider. Donc voilà, ça, c'est vraiment tout ce qui va être surface. Maintenant, on peut voir aussi la source, ce qui se passe plus en profondeur, et c'est ce qu'on appelle le loréta. Et c'est aussi ce genre d'image que vous allez obtenir pour voir est-ce qu'il y a... Parce qu'on peut avoir ici, quand on mesure au niveau du scalp, l'alpha qui va être OK. Par contre, quand on va regarder dans le loréta, tiens, à la source, dans telle aire de Brodmann, il y a une suractivité à plus, ici vous êtes à plus 4 d'activité en alpha, voilà, on est à 9, ici 9 Hertz. Donc voilà, ça c'est des informations qui vont nous dire, peut-être qu'il se cache quelque chose en dessous. Au niveau de et ce genre de source peut expliquer d'autres symptômes, hein, parce que en fonction de l'air qui est dérégulée et de la manière dont elle est dérégulée, chaque aire elle gère. Même si le cerveau est interconnecté, on sait qu'il y a des aires dans le cerveau où tiens, ça c'est quand même le siège de tel processus cognitif, etc. Donc ça c'est très important de regarder aussi. Juste pour comprendre l'image, donc en fait, ça c'est un cerveau type qui a été scanné. Et le procédé Loréta permet d'analyser et de plaquer votre activité cérébrale sur ce modèle de cerveau. Et donc, on peut localiser les sources puisque chaque cerveau a quand même beaucoup de points communs, les localisations entre autres, etc. Il y a beaucoup de points individuels, mais il y a beaucoup de points communs aussi. Et donc, ça permet de vérifier parce que c'est pas parce qu'on mesure à la surface qu'on reste cantonné à la surface. Parce que le scalp est effectivement un des problèmes. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de bruit. Voilà, si je prends par exemple une électrode ici au milieu de la tête, en fait, elle va capter toute l'activité de plus ou moins 5 cm autour. Et en utilisant ce procédé Loréta, on arrive à une résolution spatiale, donc de l'ordre plutôt de 3 mm, ce qui est entre 3 et 5 mm, on arrive à positionner dans le cerveau. Et ça permet voilà, une meilleure analyse. Voilà. Et ensuite, on a encore aussi que les gens, on montre aux gens, c'est l'alpha-pic.
Alors celui-là, il peut donner beaucoup d'infos aussi. Là, vous en avez deux différents. Je ne sais pas, François, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je veux dire, je pense que, en fait, nous, on aime bien les jolies petites images et tout, mais en fait, en gros, presque toutes les informations sont dans ce simple graphique, comment un cerveau fonctionne. Le cerveau, l'alpha étant le ralenti du cerveau quelque part. Le ralenti va prédéterminer euh, votre vitesse de ralenti, votre niveau de ralenti, et où il se situe va déterminer votre puissance aussi quand vous allez passer à l'action. Parce que c'est comme quand vous êtes dans la voiture, quand vous arrivez au feu rouge, si votre ralenti est trop bas, le moment où vous voulez démarrer, ben, votre moteur va caler et vous n'allez pas pouvoir démarrer rapidement avec le trafic. Si votre ralenti est trop haut tout le temps et que le moteur ne baisse pas, c'est vrai, vous allez pouvoir partir très très vite, hein, même avant les autres, c'est sûr, mais peut-être pas aussi longtemps, parce que c'est une question de durabilité aussi. Hein. Donc, l'alpha peak, s'il y a une mesure à prendre dans les G, c'est celui-là. C'est le plus important. Si vous avez un alpha peak ralenti, vos fonctions cognitives sont ralenties. Si vous avez un alpha peak ralenti, voilà, comme par exemple là, hein, ça c'est un alpha peak ralenti. Là, vous êtes en dessous de 9 Hertz. C'est sûr que vous n'êtes pas fit intellectuellement avec ça. Si par contre votre alpha dépasse les 10 Hertz en fonction de votre âge de nouveau, ben, ça veut dire que vous avez de l'anxiété, que vous êtes tout le temps en avance. En fait, on pourrait tirer une ligne du temps. Pour un adulte, à 10 Hertz, si le pic est vraiment à 10 Hertz et bien synchrone, ben, c'est quelqu'un qui est dans le présent, qui ressent, qui est connecté avec lui et tout. Si son alpha pic dévie plus à droite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'anticipation. Il n'est jamais au moment. Il va penser à ce qu'il doit faire après. Il va, qu'est-ce que je dois faire ce soir, les courses et les machins. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Voilà. Et après, on a aussi l'intensité. Parce que ça, c'est les microvolts, donc les millionièmes de volts qu'on mesure. Voilà, un alpha peak normal pour un adulte devrait être entre 20 à 35 microvolts. Là, vous en voyez 140. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on parle de développement durable, ça, c'est pas durable. Voilà, parce que là, ce cerveau-là, il brûle. Voilà, le cerveau est quand même le premier consommateur d'énergie dans tout le corps. Un alpha peak à 140 ou plus, ça veut dire que vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Hein. Voilà, vous êtes là, mais c'est pas efficace et c'est pas utilisé dans des bons escients. Voilà. Voilà. Ensuite, ça, on le montre pas forcément. C'est pour nous. Voilà, c'est plus pour nous, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu l'envers du décor. C'est ce qu'on appelle aussi le Z-score Loretta, mais là, c'est question de cohérence. En fait, vous avez en haut les noms des aires, le Brodmann 18, le Brodmann 22, donc c'est en fonction de là où elles sont. Et on va regarder avec toutes les autres aires ici sur la gauche, comment sont leurs activités? Est-ce que par rapport au delta, theta, alpha, bêta, etc., I bêta comme ça. Et ça peut nous donner une idée. Vous voyez, par exemple, là, l'aire 22, elle est pas très en lien. Alors bon, j'ai mes lunettes, mais sur mon écran, c'est tout petit avec la 40, 40 42. et 41, voilà, tout ça, oui. Voilà, dans les ondes lentes, là, et ça nous donne en fait des informations aussi au niveau des symptômes. Ça, moi, j'ai tendance à plus le regarder dans des troubles de l'apprentissage ou de l'autisme, des choses où on sait que c'est pas en regardant juste le cerveau en termes d'air que ça va nous donner des informations, puisque c'est plutôt une histoire de connectivité. Voilà, c'est pas parce que vous avez une dyslexie que vous avez forcément l'aire temporale gauche du langage qui va avoir un problème. Et là, vous voyez, un des problèmes des QEG, c'est qu'en fait, on produit énormément de données. Pour un enregistrement de 5 minutes, on a facilement 100 pages de données. Donc, ce que nous, on donne aux clients et qu'on simplifie encore, c'est même pas un dixième de l'information qu'on a. Et ça, c'est effectivement, c'est ce qui embête beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent regarder toutes les données, ça sert à rien, c'est impossible à gérer. Voilà, sans avoir notre expérience, vous ne savez pas interpréter. Voilà, oui, et puis c'est pas forcément utile de vous noyer dans des données, surtout si ça vous apporte rien en fait, si ça vous permet pas d'aller mieux ou si on devait passer le temps à expliquer à chaque retour de résultats ce genre de choses, les gens au final ils sauraient même plus qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas, qu'est-ce qui marche pas. Donc c'est vrai que
on doit faire une sélection et ça, on garde pour nous plutôt pour rendre plus efficace le traitement après. Ça ne sert à rien de montrer ça en termes de résultats de fonctionnement du cerveau. Par contre, si les gens viennent faire du neurofeedback, nous, ça c'est un truc qu'on va surveiller pour savoir est-ce que les séances sont efficaces, est-ce que tiens, on doit cibler telle aire, telle onde, etc. Pareil pour ces données-là, on vous les montre, mais normalement vous les voyez pas. C'est vraiment ce qu'on peut tirer de chaque enregistrement en termes de description de ce qu'ils appellent de symptômes ou de réseaux. Ça, c'est un peu ce qui va nous donner des informations en termes des réseaux ou des symptômes, de qu'est-ce qui ressort. Voilà. Ça, c'est le terme, ça, c'est typiquement l'illustration des statistiques. Voilà. Et c'est donc ça prédit, hein, par exemple, dans ce cas-là, il y a quand même, dans les premiers hits, il y a quand même l'attention qui revient à tous les niveaux. Donc, il y a une forte probabilité, il y a 6 hits, ça veut dire qu'il y a 6 valeurs qui sont en dehors de la norme, 31% par rapport à la taille du symptôme. Donc, il y a une forte probabilité que cette personne ait vraiment un problème d'attention. Voilà. Mais on ne montre pas ça. Pourquoi? Parce que nous, on voit aussi des réseaux. Là, je vais donner l'exemple, je vous montre ici l'exemple en bas. Là aussi, il y a des réseaux qui apparaissent comme schizophrénie. Et ça, les gens, je ne veux pas commencer à discuter de diagnostic schizophrénique parce qu'un réseau schizophrénique peut être dérégulé sans avoir de la schizophrénie. Bien voilà. sûr. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, ce que nous, on vous donne, c'est vous êtes assommés souvent, les clients sont souvent assommés avec ce qu'on montre, c'est rien par rapport à tout ce que nous, on a encore derrière. Voilà. Et l'idée, c'est de rassembler tout ça et d'expliquer d'une façon que ça donne du sens. Voilà. Oui, parce que voilà, si on donnerait ça aux patients, ils voient dyscalculie, ils voient schizophrénie, voilà, ça y est, c'est catastrophe. Le fait est qu'ils ont donné aussi, je pense, pour le logiciel, c'était important que tout soit bien nommé. Mais voilà, si vous avez un réseau schizophrénia qui sort, c'est plutôt votre analyse de la réalité. Est-ce que vous avez un filtre qui vous module mal ce que vous interprétez, ou est-ce que vous avez des lunettes bien claires et que vous voyez bien les choses et que vous les comprenez bien? Donc voilà, ça n'a rien à voir avec avoir une schizophrénie. Donc c'est pour ça, ce genre de données vaut mieux que nous on les garde. Donc maintenant, ça y est, on peut passer aux exemples graphiques des tracés qu'on voit. Donc, je vous ai mis des cas très école, très classiques de ce qu'on retrouve sur les brain maps, mais encore une fois, une personne à l'autre est très différente. Donc, je peux avoir 50 patients d'anxiété, j'aurai 50 brain maps différentes. Là, pareil, c'est un exemple d'un enfant qui souffrait d'un trouble de l'attention, dans ce cas-là, sans hyperactivité. Donc, très classique, une augmentation du θ à ce niveau-là, et une carence en ondes bêta. Donc ça, c'est vraiment le cas école, mais il existe, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 trucs différents pour le TDA. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cas école. Voilà, là, il y a de la fatigue, le sommeil est pas efficace, il y a le θ qui ralentit son cerveau, donc tout ce qui est capacité attentionnelle, concentration, c'est compliqué. Son cerveau, il part dans tous les sens. Il y a peut-être même une suspicion de tristesse chez cet enfant-là, puisque c'est localisé surtout à gauche au niveau frontal. Donc, attention à l'humeur. En plus, pas de chance pour lui, il a un surplus d'alpha à ce niveau-là. Donc ça met le cerveau un peu dans la lune ou dans le brouillard. Moi, je dis dans le brouillard, mais c'est aussi dans la lune. Voilà. Mais surtout localisé là, ça veut dire qu'il va tout prendre personnellement, il va être très vite susceptible. Voilà, ça c'est le grand classique. Voilà. Et donc carence de bêta, tout ce qui va être activation du cerveau, énergie pour les activités cognitives, réflexion, calcul, tout ça. Il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. En plus, bon, il a ici T6, je vois, qui est actif. Celui-là, en général, c'est rumination, se faire du souci, anxiété aussi, tout ça. Quand c'est un enfant, moi j'ai donné un nom à cette électrode, c'est le je veux pas. Oui, le je veux. C'est le je veux pas. C'est quand vous lui demandez de faire des trucs, il dit non. Non. Il a décidé que non. Voilà, tu parlais justement de tout prendre à cœur personnellement. On voit que ici, par exemple, le point hyper émotionnalité est rouge, donc ça veut dire qu'il y a effectivement des difficultés dans la gestion hyper émotionnelle, une tendance à être désorganisé, très facilement distrait, légère tendance impulsive, hyperactive. Donc on voit que là, le score au niveau de focus, tout ce qui va être attention, concentration, faire une
une tâche, prioriser dans l'ordre, la commencer, la finir. Le score est pas très bon, on est à 5 sur 10. Normalement, ce qui est un bon score, c'est entre 0 et 2. Donc, effectivement, il y a des difficultés de capacité au niveau des capacités attentionnelles. Donc voilà, ça, c'est un autre type de choses que les petits cadrans là avec les scores qu'on peut observer. Et vous allez voir, on en a des différents. Là, par exemple, on a un cas d'école d'anxiété. Typique. L'anxiété, suractivation des ondes rapides au niveau central extrême. C'est quelqu'un qui faisait des crises d'angoisse. Donc voilà, suractivité. Au niveau du score de ce qu'on appelle relaxation, pour savoir le niveau de stress, il est à 10 sur 10 dans le mauvais sens. Donc il y a beaucoup d'anxiété. Principalement beaucoup de soucis pour son avenir, avec une tendance, alors là, quand je vois les 3 en dessous, hypervigilance, pensée obsessive et n'aime pas le changement, ça me fait penser à... Il y a peut-être eu un trauma, il y a peut-être eu un événement qui a mis le cerveau en état de détresse et il n'en est jamais sorti, puisque le cerveau reste en hypervigilance pour essayer d'éviter que cet événement se reproduise, que ça n'arrive plus jamais. Donc voilà, beaucoup de pensées obsessives, tout ce qui est nouveau est mauvais parce que inattendu, qu'il n'a pas eu le temps de calculer, de vérifier, de est-ce que c'est sécure ou pas. Voilà, et le cerveau est en train de perdre ses capacités à se reposer. Là, vous avez restless qui est en jaune. Donc voilà, ça, c'est pas bon. Avec ça, on dort pas et on se sent pas très bien. Sur le long terme, c'est pas durable. Non, pas du tout. C'est pas agréable. Hein. Ensuite, là, par exemple, alors ça, peut-être, François, tu as envie d'en parler pour introduire le HRP. Voilà. On parlait tout à l'heure d'un trouble du sommeil. On a eu l'occasion de collaborer justement avec. On a eu l'occasion de faire des mesures HRV, donc ça s'appelle le feu de vie. Donc c'est des mesures des battements de cœur sur 24 heures. On a vu passer beaucoup, et en même temps on avait donc les brain maps des gens, et donc on a appris aussi beaucoup. Par exemple. Quelque chose qui n'est pas marqué tel quel dans les livres et les études, mais voilà, une présence de high bêta dans le coin inférieur droit, j'ai rarement vu quelqu'un qui arrive à avoir un sommeil réparateur. Rarement, je peux le remplacer par jamais. Et donc, ce qu'on voit à gauche, ça, c'est quelqu'un qui est donc dans l'obsessif, le compulsif, les ruminations, une fatigue avancée. Ça, c'est quelqu'un qui se dirige dans un burn-out. Ça, c'est, voilà, soit il en sort, soit il y va. Je ne connais pas la direction. Il aurait fallu avoir des mesures avant, après. Ça, c'est un état d'épuisement. Voilà, bleu veut dire sous-activation. Donc, toutes les ondes lentes sont en sous-activité. Ça veut dire que c'est une personne qui est on ou off. Soit elle est ou elle n'arrive pas du tout à se mettre en route. Voilà. Et quand on couple ça, et nous on le fait, voilà, quand on mesure en même temps l'activité donc du système nerveux sur 24 heures, alors là, ça c'est un cas d'école, ça c'est quelqu'un qui a un sommeil de rêve, je suis jaloux quand je vois ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le feu de vie, donc c'est l'activité du cœur sur 24 heures. Donc là, il y a de la récupération, il y a de la régénération. Ça, c'est quelqu'un qui est plus jeune, qui ne fait pas son âge biologique, qui est en pleine forme, qui fait du sport, qui s'alimente bien. Donc tout ça est lisible là-dedans. Et en dessous, nous avons l'exemple de quelqu'un qui est éteint. Si pendant la journée, il consomme beaucoup d'énergie, voilà, on voit à gauche, là, il consomme beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas de récupération. Il fait encore du sport, pouf, mais là, c'est pas. Voilà. Donc, combiner les deux, normalement, si on a les deux, si on a la mesure du cerveau et la mesure du cœur, la personne n'a plus besoin d'expliquer grand-chose. Nous, on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie, mais on sait comment elle fait sa vie. C'est assez. Oui, comment l'organisme réagit aux stimulations, la journée, est-ce qu'il récupère, est-ce qu'il est en forme, pas en forme, ouais. Est-ce qu'il fait du sport trop intensif, trop longue durée, trop souvent, voilà, ce genre de choses, etc. Voilà. Okay. Voilà, et François parlait de burn-out, voilà. Si vous restez avec de l'anxiété ou avec ce genre de choses sur le long terme qui a une ultra consommation d'énergie, parce que vous avez vu, le rouge quand même, ça c'est de l'énergie qui est consommée et qui n'est pas nécessaire, il se peut que vous teniez 5 ans. Si vous avez de la chance, 10 ans, mais ça va finir. Au bout d'un moment, votre organisme, il vous dit stop. Ça va finir comme, voilà, là, il y a une carence de vraiment toutes les ondes. Et le cerveau, il a plus d'énergie pour rien faire, en fait. Et des fois, on le voit même sur la deuxième ligne en plus. Là, c'est dramatique. En fait, c'est typiquement le cerveau, je pense que c'est un mécanisme d'autoprotection. C'est-à-dire que il y a fort à parier que ce cerveau-là
a fonctionné pendant des années en sur-régime, donc avec des amplitudes, comme on a vu tout à l'heure, avec un alpha pic très très élevé, etc. et tout. Donc il a surconsommé d'énergie que le corps n'avait plus. À un moment, le cerveau dit je dois protéger, je dois ma survie, et donc il shut down, il coupe l'activité, il réduit l'activité au dépend de vos compétences cognitives. Hein. C'est clair. Hein. Voilà, ces gens-là, ils n'arrivent pas à se concentrer plus d'une demi-heure ou voilà, n'arrivent pas. Travailler, ça devient en général quand on a des gens comme ça qui viennent chez nous, ils sont en arrêt de travail. Et voilà. le truc, c'est je veux travailler, mais il faut leur expliquer que si vous voulez travailler, il va falloir récupérer parce que vous ne pourrez pas retourner travailler dans 2 semaines avec un cerveau comme ça. Il faut aussi accepter de se laisser le temps. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Il n'y a personne à part vous qui puisse prendre soin de vous. Nous, on peut aider, mais on ne peut pas le faire pour vous. Et c'est vrai que souvent, c'est frustrant pour ces gens-là pour qui la compétence, c'est important, le travail, etc. Ils finissent par le travail. Voilà, ils ont du bien-être dans le fait de travailler, mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est qu'ils se poussent tellement qu'ils en arrivent à ce point-là. Et c'est de leur apprendre, de les aider à leur apprendre à jauger leur énergie. Aujourd'hui, j'en ai moins. C'est pas grave si je travaille un petit peu moins sur ce dossier plutôt que d'être épuisé, stressé pour les 5 prochains jours avec ça. Voilà, de les apprendre à s'autoréguler. C'est de nouveau toujours l'autorégulation, l'adaptation à mon niveau, à la journée, à mon environnement. Voilà, on peut pas toujours fonctionner à plein régime. Je sais que c'est bien vu dans notre société, mais physiologiquement, je répète, physiologiquement, c'est pas bon. Et en plus, je rappelle quand même que la phrase qu'on adore sortir, c'est un petit peu de stress, c'est bon. Non. Le stress, même à petite dose, on a fait une conférence là-dessus sur l'anxiété. C'est nocif. Si on peut l'éviter, bon, on ne sait jamais l'éviter à 100%, mais de se dire le stress, c'est un petit peu bon, c'est le meilleur moyen de tomber dans de l'anxiété chronique ou dans ce genre de choses, en fait. C'est une phrase que, à chaque fois que je l'entends, je dis non. Si vous saviez tout je peux vous sortir une liste de courses de choses nocives que ça fait à votre organisme, pas seulement au cerveau. Non, personne n'a envie d'être dans le stress, quoi. En fait, de par notre évolution, on a toujours le même système nerveux qu'il y a 2000 ans. Sauf que notre vie a tellement changé, notre société, les sollicitations, voilà, donc, et notre système nerveux, et notre cerveau et notre cœur, système nerveux ne sont pas adaptés au rythme qu'on lui impose aujourd'hui, à tout le temps connecté, tout le temps disponible, répondre tout le temps. C'est pas fait pour nous. Et on va pas vieillir bien avec ça. Je parle même pas des addictions, écran et autres. Je sais qu'on aura beaucoup de travail dans le futur. Voilà. Heureusement pour nous, oui, il y a du travail, mais malheureusement pour nous aussi, on préférerait qu'on n'en ait pas. Voilà. Et ça, je voulais vous présenter aussi un exemple de dépression. Alors là, c'est quand même the truc sévère que je vous ai choisi. Donc la dépression, tristesse, voilà, dépression si vous voulez être dans les termes médicaux, mais nous on parle d'émotion plutôt. C'est une augmentation de l'alpha au niveau frontal gauche. Pourquoi ici je vous dis qu'elle est sévère et très ancienne? Parce qu'en fait, on voit un surplus d'ondes lentes de alpha jusqu'à delta au niveau frontal gauche sur ces 3 ondes-là. Ça, je crois que c'était, en tout cas pour moi, François, toi tu pratiques depuis plus longtemps, c'était vraiment un cas dur. Je n'oublierai jamais ce jeune homme dans l'état dans lequel il était. C'est même difficile de se demander, de se dire comment est-ce qu'on on en arrive là, parce que c'était quelqu'un qui presque depuis petit avait ce genre d'attitude et de choses. Et en fait, c'était vraiment l'activité au niveau du cerveau. Donc, en plus, d'un côté, il avait une dépression phénoménal, c'était très difficile et en plus il avait de l'anxiété. Donc bon, vraiment il y avait aucune onde qui n'allait bien, qui pouvait faire ressource. Alors il s'en est très très bien sorti avec les séances et la médication qu'il a eu des médecins, les suivis, etc. Mais c'est vrai que c'est rare qu'on ait des cas comme ça. Hein. C'est quand même, là je vous montre un truc super sévère et extrême, mais d'habitude ça va être un peu d'orange ici, ou alors on va le voir plutôt en relatif dans certaines conditions, si c'est une dépression cachée ou ce genre de choses. Mais voilà. Vous avez aussi toujours, pareil, l'indicateur d'humeur d'une autre manière qu'on peut observer, là, qui est très mauvais. Donc, il y a des ruminations, de la colère, un très grand manque de confiance en soi, agitation, irritabilité.
Voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver quand on a de l'alpha comme ça en frontal par rapport à ça. Donc voilà des cas très classiques, mais on peut voir beaucoup plus de choses. Hein. On vous a montré au début de la présentation, mais ça, c'est je dirais, la plupart des raisons de consultation. Je pense que c'est un bon exemple, ça, pour parler justement de. Il faut dire qu'avant les QEG, avant les bases de données, on ne savait pas combien de microvolts d'alpha étaient bien. Et donc, par exemple, on partait du principe que l'alpha, c'est toujours bien pour la relaxation. Donc, imaginez, sans QEG, quelqu'un aurait pu faire une stimulation alpha de ce cerveau-là. Si on fait ça à ce cerveau, mais il part, je ne sais pas comment va la personne après, mais elle va certainement pas mieux. Normalement, on dit l'alpha, ça calme. Donc, si cette personne rentre chez vous et vous dites, oh ben, on va vous stimuler ou on va t'entraîner en alpha pour te calmer, ce serait la chose à ne pas faire à ce cerveau. Ça le mettrait mal. Voilà. Et c'est pour ça qu'on insiste sur la mesure. Oui. De mesurer avant de faire quoi que ce soit, parce que là, chez ce patient-là, ça se voyait. Rien que dans son discours, on savait déjà ce qu'on allait trouver sur la brain map. Mais il y a des gens, où je vous parlais de dépression cachée, qui ne sentent pas ce mal-être, ils se sentent bien, mais ils viennent pour une autre raison, du stress ou juste par curiosité. Tiens, je vous ai découvert, ou une amie vous a recommandé, etc. Et on va pas trouver tout de suite, voilà, sur les premiers enregistrements, c'est OK. Et puis quand on va commencer à analyser, on se dit, tiens, mais en fait, il y a une dépression cachée. Et puis souvent, c'est là où ça amène la discussion. On dit à la personne, bah voilà, on a vu ça, il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Et puis ça va amener à la discussion. Ah bah oui, il y a eu cet événement, c'est vrai que ça m'a affecté, mais c'est caché parce que la personne le garde pour elle et ne le montre pas. Et dans ce genre de cas, moi, je trouve ça hyper dangereux de dire, OK, on stimule de l'alpha, c'est génial, ça fait méditer. Mais si cette personne-là, elle a une dépression cachée, bah en fait, vous allez juste lui allumer. Et elle va plonger, et puis c'est quand même un risque pour le patient, quoi. Donc voilà. Je vois qu'Alain demande s'il y aura un replay. Oui, bien sûr. On enregistre la conférence. Peut-être que vous n'étiez pas là quand je l'ai dit au tout début. On enregistre la conférence. Elle est sur Facebook et elle sera disponible sur YouTube. Pas cette semaine parce que je suis en congé, mais la semaine prochaine, quand je reviens, je vous le publie. Hein, et je l'enverrai par email à ceux qui étaient inscrits et ça sera disponible sur nos réseaux la semaine prochaine. Normalement, mardi ou mercredi. Hein. Voilà. On va d'ailleurs joindre au mail de la semaine prochaine un document informatif sur le QEG. Je peux même le mettre maintenant. Ah oui, voilà. Je peux le télécharger. C'est des documents qu'on a préparés pour les gens qui ont des questions sur le QEG, sur le neurofeedback. Le déroulement pratique, voilà. Par exemple, on a découvert que il y a des gens qui arrivent au QEG avec beaucoup de lac ou de graisse dans les cheveux. C'est pas une bonne idée, ce genre de choses, voilà. Ou de boire un Red Bull avant de venir, c'est pas une bonne idée. Ou de se prendre une cuite la veille, c'est pas une bonne idée. Voilà, ce genre de choses, on va. Voilà, je vais vous le mettre en français dans le chat et en anglais, comme ça vous les avez. Si déjà on les a fait, autant que vous les ayez. Donc vous aurez énormément d'informations, surtout pour ceux qui veulent prendre un premier rendez-vous. François, je te laisse continuer. Je fais les transferts de doc dans le chat. Ça arrive. Récurrentes, voilà, vraiment les questions qu'on a presque à chaque fois. Alors j'ai commencé pas dans l'ordre, j'ai commencé. Est-ce que c'est remboursé par la CNS? Non. Pourquoi? C'est une bonne question. Ben, juste pour vous donner un ordre d'idée, la CNS, donc c'est la Caisse nationale de santé de Luxembourg, n'a pas changé la nomenclature et certainement on ne va pas rentrer dans leurs critères la façon de le faire. Par contre, dans d'autres pays, c'est le cas. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller en Suisse, en Allemagne, en France, n'en parlons pas. Les États-Unis, sous certaines conditions. Est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que ça peut être remboursé par une mutuelle ou une assurance? Renseignez-vous auprès de votre mutuelle, mais n'espérez pas avoir plus de 10 à 15%. Et sauf si vous travaillez pour les communautés européennes, qui eux ont la chance d'avoir des budgets prévention, donc ils peuvent dépenser cet argent comme ils veulent pour leur bien-être. Les autres mutuelles et assurances vont souvent vous demander un diagnostic médical, donc il faut être malade avant de pouvoir se faire rembourser. Et pas tout le monde. Donc, ce que moi je conseille, c'est plutôt voilà, demandez-leur la question sous quelles conditions c'est remboursé et valider pour vous si c'est OK. Je vais vous donner un exemple. Trouble de l'attention.
Ça, c'est un cas concret. En Angleterre, si vous avez un diagnostic de trouble de l'attention, vous allez payer les assurances voiture, maison, prêt, toute votre vie plus cher que quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un diagnostic ou pas? Alors, Voilà, les documents sont dans le chat. Hein. Je ne sais merci pas si beaucoup. vous arrivez à les ouvrir, sinon on les enverra par email Voilà. si ça ne marche pas. Voilà. Est-ce qu'il y a un âge requis? Ben, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà fait des brain maps à partir avec des bébés, mais c'était des cas très spéciaux. Normalement, on dit à partir de 5 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Non, mais dans le document, voilà. Donc, ce qui empêche un bon enregistrement, donc c'est mettre plein de produits sur la tête, ça c'est pas une bonne idée. Si vous avez des plaques de métal dans le crâne, on aura du mal à avoir un bon signal et pouvoir comparer par rapport à la base de données. Si vous êtes sous l'emprise de substances psychoactives, c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est la même chose que le neurologue? Je pense qu'on vous a expliqué la différence. Le neurologue, lui, il fait un diagnostic, il écarte des hypothèses médicales. Ça, c'est pas notre cas. On n'a pas le droit, on le fait pas et on ne veut pas le faire. Par contre, est-ce que c'est riche en enseignements sur comment vous fonctionnez? Oui. Combien de temps entre le moment où vous avez donc l'enregistrement, le premier rendez-vous dure 1 heure et une semaine après, vous passez encore des tests neuropsychologiques chez vous sur votre ordinateur à la maison et vous avez les résultats une semaine après. Est-ce que vous êtes obligé de faire du neurofeedback après? Non. Comme je vous l'ai dit, il y a des exemples où rien que le fait de faire le QEG, ça a déjà beaucoup aidé la personne à se comprendre, etc. Est-ce que c'est obligatoire de faire un QEG? Oui, parce qu'on ne traite pas les gens à l'aveugle. Il y a d'autres formes de neurofeedback qui existent où il traite le symptôme. Il vous dit, ah, vous êtes dépressif, oh ben on va entraîner ça et ça, le protocole. Pour tout le monde, la même chose, peu importe ce qu'il y a dans votre tête. Je ne suis pas fan de cette approche. On mesure, on essaie de comprendre, est-ce qu'on est d'accord, et puis on passe à l'action. Oui, c'est important de personnaliser parce que chacun est différent. Même si vous avez 5 qui souffrent de dépression, c'est jamais pareil. Oui, peut-être aussi, il faut comprendre que, en fait, les entraînements, si on fait 2 fois le même entraînement à 2 personnes, exactement le même protocole, ça ne va pas être la même chose parce que chaque entraînement est basé sur ses valeurs proches, donc personnalisées. Voilà. Donc, si je fais 2 fois un entraînement d'un réseau, le même réseau chez l'un et chez l'autre, c'est 1000 valeurs différentes qui vont être entraînées. Voilà. Concrètement, voilà comment ça se passe. Ben, vous décidez de faire une brain map. La première chose, c'est le bilan initial. Donc, vous prenez rendez-vous sur notre site web. Vous avez le petit bouton en haut ici où, si vous avez des questions, vous pouvez prendre juste en première téléconsultation ou tout de suite dire, OK, je suis convaincu, je veux cette analyse de mon cerveau, de mon sommeil, etc. et du stress. Donc, je prends rendez-vous, vous choisissez. Après, une semaine après, on vous donne les résultats. Si on est d'accord sur ce qu'on voit, et ça c'est vraiment important, il faut que nous soyons d'accord sur ce qu'on voit. Si vous dites non, moi j'ai pas ça, ben alors c'est peut-être qu'on n'est pas les bons pour vous. Voilà. J'ai pas encore eu vraiment le cas, mais voilà, ça peut arriver. Après, on passe donc aux entraînements, si vous voulez, stimulation, etc. À la fin, de nouveau, vous repassez ces tests neuropsychologiques et on refait une brain map. On se met autour d'une table et on discute qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui ne s'est pas amélioré. Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Voilà. La partie entraînement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme qu'on fait. C'est un programme minimum sur 10 séances. Donc, quand vous vous engagez à faire 10 séances assez rapprochées l'une de l'autre. On a des clients qui sont venus de plus loin, et donc on peut faire les 10 séances en une semaine, voilà, si vous n'êtes pas à côté. Mais normalement, le rythme, c'est 1 par semaine, voilà, sauf exception. Voilà. Après, on vous a fait une petite offre spéciale. Voilà, si vous voulez en savoir plus, comment fonctionne votre cerveau, où vous en êtes avec vos performances cognitives, où est-ce que vous voulez améliorer pour vous, votre enfant ou votre parent, parce qu'on a aussi quand même de plus en plus, on a quelques familles quand même, on a les 3 générations, c'est assez intéressant. Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Voilà. Donc, on a proposé 2 offres. Donc, la première chose, c'est un bilan, juste le QEG, c'est
Ça comprend donc les 2 rendez-vous, plus les tests que vous passez chez vous, l'analyse que nous on fait. Donc, c'est 300 € pour tout compris. Ou alors, on prend l'option avec la mesure du rythme cardiaque donc, et de la variabilité cardiaque sur 24 heures. Dès qu'on parle de sujets de burn-out, de fatigue chronique, d'épuisement, voilà, nous, il faut le faire parce que ça va nous donner aussi des informations sur les choses qu'on peut faire ou pas faire chez vous. Parce qu'en fonction de votre système nerveux, on a des stimulations très efficaces, mais qu'on ne peut pas faire si vous êtes dans un état avancé d'épuisement. On peut les faire dans différentes conditions, voilà, et dans d'autres non. Voilà. Donc le lien en haut, si vous voulez y aller direct comme ça, prendre rendez-vous, vous pouvez cliquer en haut et choisir le service pour la brain map. Donc vous aurez plusieurs choses à sélectionner. Je vous ai mis ici à droite le process. Donc c'est vous qui vous connectez, qui créez votre espace en ligne, qui choisissez votre rendez-vous, l'heure, le jour, si vous avez besoin de le modifier, etc. Et le paiement en fait se fait directement en ligne. Donc voilà, sachez que j'ai souvent des gens qui s'arrêtent au paiement, qui le font pas, ils pensent que le rendez-vous est réservé, sauf qu'en fait le site prend le paiement comme validation de réservation. Si jamais vous n'êtes pas sûr ou vous aurez encore des questions après le webinar, dans les services ici que je vous ai mis le lien, vous pouvez très bien choisir la téléconsultation qui est gratuite. Vous choisissez l'heure et le jour qui vous arrange et en fait c'est un entretien par téléphone avec l'un de nous deux, où on va se prendre le temps de répondre à toutes vos questions, de vous dire si c'est adapté dans votre cas, ou s'il y a des contre-indications, s'il faut faire autre chose, etc., etc. C'est une discussion. Hein. Voilà, donc si vous avez des doutes, soit vous avez des doutes, soit vous êtes sûr, c'est comme vous voulez. Hein. Voilà. Ou simplement vous voulez en savoir plus, voilà. Oui, voilà, même sur la curiosité n'est pas un vilain défaut, au contraire. Oui, il n'y a aucune mauvaise question ni question bête. Voilà. Nous, on est ravis de pouvoir partager sur ce domaine qu'on aime bien. C'est faible de dire bien, parce que c'est notre travail, mais c'est quand même notre passion avant tout. Donc voilà, ouais. On s'en lasse pas. Non. On vit cerveau et on dort cerveau, presque. Des fois, on est obligé chacun de se dire, ok, on se calme un peu. Il n'y a pas que le cerveau dans la vie, il y a aussi le cœur. Voilà. Oui, voilà, le cœur, l'intestin, il y a plein de choses. Voilà. OK. Donc, voilà. Le code est valable jusqu'au 6 décembre. Voilà. Oui, voilà. Le code est valable jusqu'au 6 décembre. Il a une période de validité, donc vous pouvez très bien prendre les rendez-vous très à l'avance. Hein. Voilà. Si vous êtes là que mi-décembre, eh ben, vous pouvez déjà, ou fin décembre, ou à partir de janvier. Pour l'instant, on a encore de la place, mais ça peut, d'une période à l'autre, ça peut se remplir très très vite, et surtout que les créneaux que tout le monde veut, bah tout le monde les veut. Donc les fins de journée sont pris très très à l'avance, surtout si c'est par exemple pour vos enfants avec l'école et tout. Je sais que c'est compliqué, donc prenez-y vous à temps, parce qu'on a très peu d'annulations, donc très peu de créneaux qui vont se libérer. Voilà. Par rapport à ça. Donc les codes sont à rentrer, comme je vous ai marqué, il y a un onglet coupon, donc il y a d'abord le prix normal qui s'affiche, vous rentrez le code, vous faites valider et ça se met. Si jamais vous avez des problèmes, des soucis techniques, que vous n'êtes pas sûr si ça a marché, vous pouvez toujours nous écrire à l'email ici, toujours le même, info avec un s @neurofeedback-luxembourg.com. Donc voilà, oui, merci Madame Ferreira. Je me disais bien qu'il y avait des noms connus dans le... Oui. Mais on va peut-être encore, voilà, justement passer, juste annoncer le prochain workshop et puis passer aux questions. J'espère qu'il y en a encore, ou à moins qu'on ait tout répondu. Si il n'y a pas de questions et qu'on a été tellement efficace, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez commencer à les écrire pendant que François discute du prochain webinaire. Voilà, la prochaine fois, on va présenter un outil et un modèle théorique très intéressant. C'est un titre rébarbatif, c'est la théorie polyvagale. Qu'est-ce que c'est? En fait, on parle de quoi? En fait, c'est le sentiment de sécurité. Je suis bien comme je suis, ou à la place où je suis en sécurité. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup chez nos clients, que ça manque, que ce soit dû au Covid ou à des événements ou des circonstances de vie, etc. et autres. Et tant que votre corps et votre système nerveux n'est pas dans le sentiment de sécurité,
ben, votre corps et votre système nerveux ne font pas les travaux de maintenance, donc vous ne vieillissez pas bien. Et on va vous parler d'un modèle théorique qui explique un petit peu compte tenu de l'évolution, compte tenu des organes, etc., d'où ça vient, comment ça fonctionne, et surtout avec un outil très puissant qui s'appelle le Safe and Sound Protocol qu'on met en place chez nos clients. En fait, c'est une neurothérapie à travers l'oreille où on vise le système nerveux. Voilà. Voilà, donc si jamais il y a des questions, voilà, c'est maintenant. Sinon, vous pouvez, si ça vous intéresse, ce qu'on raconte, ça vous intéresse ou ça vous paraît bizarre et vous en savoir plus, n'hésitez pas, on est présent sur Facebook, sur LinkedIn, on publie tous les jours. Et je sais que quand je sors un petit peu, quand je vais en société, les gens me disent toujours, oui, oui, je vois ce que tu publies, mais j'ai pas le temps de tout lire. C'est normal, c'est normal. Voilà. Il y a beaucoup de contenu sur la santé, le neurologique. Voilà. Donc, on partage Et vraiment. il n'y a pas d'obligation de tout lire parce que vous n'arriverez pas. Oui. Voilà. Quelques références. Je pense que pour moi, le dernier, le troisième point, ça c'est une Bible pour moi que j'ai voilà, lu et relu et voilà, vécu. C'est par Thatcher, donc Robert Thatcher, qui est quand même pour moi, une personne très importante et très marquante dans le secteur. C'est un bouquin qui fait ça, bien 6-8 cm d'épaisseur, mais il a changé et c'est lui, le logiciel que nous on fait, c'est lui qui a fait ce logiciel qui est excellent, la base de données et les entraînements, etc., etc. Donc ça, c'est si jamais quelqu'un a envie de se plonger dedans et que vous avez beaucoup de temps, voilà, je vous le recommande fortement. Ouais, ok. Bah, voilà, je vois que quelqu'un écrit dans le chat, donc je ne sais pas s'il y a des questions. C'est le moment. Ouais. Parce qu'après, voilà, si vous écrivez après vos questions par mail, cette semaine, il risque d'y avoir des délais de réponse, comme François est tout seul jusqu'à mardi pour gérer tout, donc il peut pas faire les rendez-vous et répondre à tous les emails, plus faire les bilans et voilà. Donc cette semaine, vous risquez, si vous posez pas vos questions maintenant, vous risquez d'avoir des délais de réponse. Voilà. Oui, voilà. Ok. Merci Elvira qui témoigne, donc qui est quelqu'un qui est actuellement en cours d'entraînement, voilà. Voilà, qui a un parcours intéressant et que je pense qui sent tout de suite la différence au bout de quelques séances. Voilà. Ok. Voilà, je pense je vois quelqu'un écrit encore, mais je pense que sinon on a terminé. Voilà. Toujours plus long que ce qu'on avait prévu initialement, comme d'habitude, mais parce qu'on parle trop. Et encore, si vous saviez comment on se restreint dans l'information. Mais c'est vrai qu'après, pendant le processus du QEG, du neurofeedback, c'est quelque chose où, en fait, on partage beaucoup aussi d'informations, de connaissances, de références, que ce soit en matière de livres, de techniques, de spécialistes. Voilà, connaît pas mal de choses, chacun dans des domaines différents. Voilà, donc en fonction de pourquoi vous venez, de ce que vous avez besoin, de ce qui est adapté, de ce à quoi vous vous intéressez. Voilà, si vous voulez d'autres références, d'autres contacts, d'autres. Je pense qu'on va, dans le futur aussi, on va, pour pas lasser nos gens, on va aussi commencer à inviter des gens pour venir parler des outils qu'on aime bien, qu'on utilise de toute façon, qui sont complémentaires et qui peuvent apporter quelque chose. Voilà, mais oui, parce qu'on a plein de choses. Voilà, il y a le neurofeedback, la neurostimulation, le safe and sound, il y a le HRV, le stress test, il y a tous les questionnaires. PNL. Et c'est plus que simplement le neurofeedback. On prend la personne dans son intégralité parce que c'est important. On ne peut pas juste prendre le cerveau, c'est bien, mais ça reste quand même, voilà, il y a quand même une personne, une histoire de vie, il y a plein de choses à prendre en compte et ça serait dommage de se limiter simplement à ça, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Elvira. Oui, effectivement, on se voit demain. Donc, voilà. Travaillez bien, je penserai à vous dans l'avion. Voilà, bon voyage, Mélanie. Séance. Reviens-nous bien, s'il te plaît, en bonne santé. Voilà. Oui, bah écoute, au bord de mer, au soleil, ça devrait aller. Hein. Je dis au soleil, mais je serai pas sous les tropiques. Hein, c'est l'Irlande, hein, c'est pas. Oui. Mais il fait apparemment plus beau depuis un mois là-bas que chez nous, donc bon. Ok. Voilà. Bah, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci d'avoir été patience. Voilà. Et voilà, au plaisir de vous voir éventuellement. Voilà. Super.